Bonjour à tous, merci, bonne année pour ceux que je n'ai pas vus la semaine dernière. J'espère que l'année démarre bien pour vous. On est aujourd'hui sur un webinaire qui regroupe tous nos magazines. Il y a des gens qui sont connectés depuis les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Je sais qu'il y a aussi des gens qui sont connectés de la France. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aimerais tout de suite, pour qu'on ait une petite idée, et puis pour donner une idée à Manuel de où est-ce que vous êtes, vous pouvez mettre directement dans le chat d'où vous vous connectez. Ça nous intéresse et ça nous permettra d'avoir un petit peu une idée où est-ce que vous êtes et où sont les projets qui vous intéressent. Salut Pour à ceux qui tous. nous découvrent, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est French Morning Media Group, magazine pour les Français aux États-Unis, Canada, Angleterre. Au Canada, on est sous la marque Maudit Français. On a produit plus de 150 webinaires en 2020, passant de Miami, Montréal, Londres, New York, Paris, Los Angeles, San Francisco et bien sûr Washington, D.C. Et j'espère que vous nous rejoindrez pour d'autres webinaires. Tous les mardis, on vous donne rendez-vous le mardi midi avec un expert ou un panel d'experts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou notre infolettre au Canada pour recevoir les invitations. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Manuel Ravier. Il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 2012. À titre personnel, il est investisseur et propriétaire de plus de 70 lots, bureaux, immeubles, appartements pour plus de 12 millions d'euros. Il est conférencier et intervient régulièrement pour partager son expérience du marché immobilier français et transmettre les bonnes pratiques à appliquer notamment dans les domaines du financement et de la fiscalité. Il a créé investissementlocatif.com en 2014. Ils ont aidé plusieurs centaines d'investisseurs à investir un montant supérieur à plus de 100 millions d'euros dans l'immobilier en France et ils sont donc devenus les leaders dans l'ancien. Manuel va rapidement nous faire une présentation d'à peu près 30-40 minutes et ensuite on prendra toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à lever la main sur Zoom. On est aussi en live sur Facebook. Donc vous pouvez mettre vos questions sur Facebook ou vous avez le lien à droite pour nous rejoindre. Donc vous pouvez mettre vos commentaires et je les lirai. Et si vous êtes un peu moins timide, levez la main, je cacherai votre nom de famille, vous pourrez poser toutes vos questions en toute confidentialité. J'ai aussi reçu quelques questions par email, donc je les lirai. Et voilà. Et je vais tout de suite laisser Emmanuel nous présenter un petit peu le programme d'aujourd'hui. Merci. Alors, merci Romain pour l'invitation. Salut à tous. Donc, je vois que vous êtes nombreux. Donc, un grand merci pour l'intérêt pour le sujet. Donc, moi, je vais vous parler, comme c'est écrit ici, d'immobilier et d'immobilier en France. Donc, je vais vous parler du marché français. On va assez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport au marché en 2021? Où est-ce que je pense, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous donner un avis sur l'état du marché et sur là où je pense qu'on va aller. On va parler également de comment investir dans l'immobilier rentable en 2021, dans quelle ville investir. Nous, on est présent, je ne sais pas si tu l'as dit Romain, mais on est présent dans une vingtaine de grandes villes françaises avec environ, on va le voir, plus de 100 collaborateurs qui sont répartis sur le territoire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a une vision nationale du marché immobilier, en tout cas français. Donc, voilà, investissement locatif en chiffres. Donc, on fait ça depuis 2012. Donc, ça commence à faire un petit moment. On est plus de 120 collaborateurs. Les chiffres, on a fait investir juste en 2000, donc c'est plus que ça, puisque uniquement sur l'année 2020, on a dépassé les 100 millions d'euros investis par nos services, avec environ 500 opérations l'an dernier et une vingtaine d'implantations régionales. Pourquoi cette conférence et pour qui? Cette conférence, moi, ce que je veux, c'est vous donner l'envie et vous donner des pistes de réflexion et aussi, j'espère, des réponses si vous souhaitez développer des revenus passifs, donc des revenus qui ne sont pas directement liés à votre travail, puisqu'on le sait, l'investissement immobilier, moi, j'ai des biens, environ 70 aujourd'hui, que je co-détiens avec mon associé. Nos clients ont des biens et peut-être que d'ailleurs dans la salle, il y a des clients qui sont présents, puisque certains m'ont dit, certains qui vivent par exemple aux États-Unis m'ont dit qu'ils essaieraient d'être présents si c'était possible avec leur travail. Eh bien, vous le savez, même quand vous ne travaillez pas pour votre immobilier travaille pour vous, c'est-à-dire que ça va générer des revenus chaque mois, des loyers, et ça va rembourser des crédits. Donc voilà, l'idée, c'est vous achetez un bien avec l'argent de la banque, les loyers remboursent le crédit et vous vous enrichissez sans faire d'efforts. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Pour ceux qui veulent développer bien sûr un patrimoine, on a tous une bonne raison de développer un patrimoine. Ma raison à moi, c'était ma famille.
Je voulais avoir plus d'aisance financière. C'est comme ça que tout a commencé en 2012, pour prendre soin de mes 2 sœurs qui travaillent dans le social, pour prendre soin des enfants que j'ai, parce que maintenant j'ai 2 enfants. Et aussi le sujet que je vais quand même aborder très rapidement. Alors, ça va dépendre du pays où vous êtes aujourd'hui, que vous soyez français, résident en France, résident aux États-Unis, résident au Canada. Donc, je ne suis pas spécialiste du système de retraite de tous les pays, évidemment pas. Mais je vais quand même vous poser… Il y a un petit écho, Romain. Mais voilà, oui, c'est parce qu'il y a Guillaume qui nous a rejoint, qui tout à l'heure pourra partager un petit peu son expérience. Je viens de couper son micro, donc c'est réglé. Parfait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, mettons que vous soyez résident fiscal français en France. Donc là, je vais commencer par cette situation-là. Je sais que la plupart ici sont non-résidents. En fait, si on se pose sur le simulateur des retraites, et je vous transmettrai le lien par email, par le biais de Romain, dans le prolongement de cette webconférence, mais je vous invite vraiment à faire ce test-là. Mon but n'est pas de vous déprimer, mais simplement d'attirer l'attention sur le fait qu'on a, entre guillemets, une obligation aujourd'hui de passer à l'action et d'être indépendant dans la constitution de sa retraite. Si vous avez une retraite par le biais de l'État, qu'il soit l'État français, l'État américain, l'État peut-être du Royaume-Uni, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous aurez peut-être une retraite là-bas, peut-être une retraite en France, mais quelle qu'elle soit, elle sera faible, voire très faible. Donc là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un, d'un cadre quand même qui gagne très bien sa vie et qui a, vous le voyez en bas à gauche, 10 000 € de revenus nets mensuels. Donc, j'ai fait une simulation, comme vous pourrez la faire sur le lien que je vais vous donner, qui a 2 enfants, qui est en activité, qui travaille dans le privé et qui travaille à 100% de son temps, donc qui n'est pas à temps partiel. Eh bien, aujourd'hui, ça va dépendre du nombre, bien sûr, de trimestres de cotisation. Vous savez, c'est très compliqué, mais dans le meilleur des cas, eh bien, vous aurez à peu près la moitié de ce que vous gagnez avant, sachant qu'en plus, c'est capé. Donc, quand on est sur des très hauts salaires, c'est limité, ça bloque autour de 6 000 € en France. Aux États-Unis, j'en parlais juste avant avec Romain, a priori, ça bloque autour de 40 000 $ de retraite versée par l'État. Donc, en tout cas, voilà, il faut avoir en tête que si vous voulez garder aujourd'hui le niveau de vie, les voyages que vous faites, le fait que peut-être vous prenez soin de certains membres de votre famille qui gagnent moins, le fait que vous avez des hobbies, des passions et que vous aimez voyager, voilà, le but, ce n'est pas qu'arriver à la retraite, bam, on vous dise finalement aujourd'hui, tout ça, vous ne pouvez plus le faire et que vous soyez finalement contraint d'avoir un mode de vie différent et dégradé par rapport à ce que vous aviez quand vous étiez actif. J'attire juste votre attention là-dessus et je vous enverrai le lien du simulateur parce que c'est mieux de réagir plus tôt plutôt que d'arriver, comme j'ai rencontré des gens qui arrivaient à 2 ans de la retraite et qui disaient à 2 ans de la retraite, en fait, à quoi j'ai droit? C'est vrai qu'on n'y pense pas avant et qui à ce moment-là se disent, Manuel, il faut que tu m'aides très rapidement à investir dans l'immobilier pour avoir tout de suite des revenus. L'immobilier, on va le voir après, c'est bien, mais ça prend du temps. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on vous renverra, pour ceux qui sont présents au bout, un cadeau bonus, c'est-à-dire notamment les slides de la présentation. L'idée, c'est quoi? C'est de parler d'abord de l'état du marché post-confinement. Quand je dis post-confinement, en France, on a eu 2 confinements sur l'année 2020. Un premier confinement, ce que j'appelle un confinement dur, c'est-à-dire qu'on n'avait clairement pas le droit de sortir de chez soi, c'était autour du mois de mars. Et ensuite, on a eu un confinement en fin d'année, qui était un confinement mou, puisqu'on les laissait quand même travailler. Ça dépendait des secteurs, évidemment. Ceux qui sont dans des secteurs très sinistrés, du tourisme, de la restauration, bon, si je leur dis confinement mou, pour eux, c'est très compliqué. Les restaurants ont été fermés, donc ils sont toujours fermés pour ceux qui ne sont pas en France sur la situation. Donc ça, c'est dur pour certains pans de l'économie. Mais c'était quand même plus flexible. On laissait les gens travailler aussi parce que l'État français n'avait pas forcément les moyens de dire vous ne travaillez pas et puis je paye tout le monde. Voilà. Ça, c'était au début. C'est plus compliqué aujourd'hui. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Sur le premier confinement en mars, on avait des journaux qui titraient voilà, l'immobilier, c'est fini, ça baisse, c'est la crise, moins 25% à Paris. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lire au mois de mars 2020, au premier confinement. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un effondrement, par contre, du volume de transactions, puisque les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, ne pouvaient pas faire de visite. Évidemment, ils ne pouvaient pas acheter. Donc, le marché a été gelé pendant 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé à la reprise? Eh bien, en fait, le marché a repris relativement fortement. Il y a eu un rattrapage des volumes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les prix de l'immobilier ne se sont pas effondrés, comme certains le disaient. Comme tous les ans, on nous dit le marché immobilier cette année va baisser. Si vous suivez un peu la presse française, je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, sur la presse locale, et les journalistes aiment bien parce que ça fait vendre du papier aussi, chaque année dire, voilà, être un peu catastrophiste en disant, là, ça y est, l'immobilier haut, ça va baisser. Et il y a des gens comme ça qui attendent depuis maintenant une dizaine d'années
que l'immobilier baisse. Et en fait, il a fait que monter sur cette période. Donc, ils ont raté des opportunités. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voyait des titres de journaux comme ça, hein, vous le voyez. Finalement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le marché parisien, les prix se sont stabilisés. Il n'y a pas eu de baisse, en tout cas pas de forte baisse. Il parle de 0,2% de baisse des prix. Pour moi, ce n'est pas une baisse, c'est un marché stable. Et dans certaines villes françaises, au contraire, ça a monté. Et parfois, ça a même monté très fortement. Et ça a été le cas notamment à Lille, à Lyon, par exemple, ou à Marseille, où on a vu les prix s'envoler sur des marchés qui sont des marchés de report. Si on fait la rétrospective, il y a eu en 2019 une année record en volume de transactions, avec plus d'1 million de transactions sur l'année 2019. Là, j'ai mis parce que sur la partie crédit immobilier, il y avait eu des recommandations du Haut Conseil, donc le HCSF, c'est le Haut Conseil de la stabilité financière, je vais vous en parler juste après, mais qui a fait des recommandations et qui a durci les conditions de crédit donc pour les banques françaises. Et ça a eu un effet aussi sur le marché. Donc, certaines banques ont resserré. Donc, en 2020, on a eu deux effets en réalité. On a eu l'effet du resserrement des conditions d'octroi de crédit qui a été assez dur. Hein. C'est-à-dire qu'avant, les banques prêtaient très facilement de l'argent en 2019. Et en 2020, pour des raisons politiques, elles ont prêté plus difficilement. Elles ont demandé des taux d'endettement, etc. Ça s'est un peu détendu là en 2021. Mais voilà, on a eu ces deux choses. On a eu la crise d'un côté en 2020, plus les resserrements de conditions de crédit. Et ça a amené, finalement, tout le monde s'est dit, ça va avoir un effet, ça va faire baisser les prix, ça va faire baisser les volumes. Et fin 2020, je n'ai pas mis le chiffre, la statistique, mais on a eu les volumes finalement de vente immobilière en France. Et les volumes, finalement, c'est assez paradoxal, ont été énormes. Ils ont été la deuxième année la plus haute, juste après 2019. On est à peu près autour d'1 million de transactions réalisées en 2020, malgré les deux confinements. Donc, c'est pour vous dire qu'on est toujours sur un marché dynamique et avec des prix stabilisés à Paris, avec une hausse relativement forte dans certaines villes et une moyenne nationale, je crois, de l'ordre d'une hausse de 2 à 3% sur le marché français. Voilà un petit peu l'état de ce marché. Ouais, j'ai mis carrément l'indice des prix issu des chiffres notaires et du site Meilleur Agent, sur lequel vous pouvez aller voir sur le site Meilleur Agent ces informations-là. Donc, on voit les évolutions année par année. On voit la stabilisation des prix autour de Paris, là, à 0% de hausse des prix assez stables, autour de 10 500 € le mètre, donc quand même très haut. Une évolution à Lille, donc là, je ne sais pas si c'est au mois le mois ou si c'est sur 12 mois. Bon, à voir. Hein. Il y a plein de façons de regarder les évolutions de prix parce que le marché lyonnais, en réalité, a pris. Donc, ça dépend de comment il compte. Mais voilà, il y a eu des évolutions, en tout cas de prix. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de crash immobilier ni sur les volumes, avec 1 million de transactions réalisées, ni sur les prix, avec une stabilité. Voilà, c'est intéressant de voir qu'on est sur un marché qui a une certaine résilience. On regarde bien sûr l'année 2021 en se disant qu'est-ce qui va se passer sur 2021, puisque les performances, on dit toujours dans des placements qui soient en immobilier, en bourse, etc., on dit les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2020, ce n'est pas parce qu'il s'est passé des choses en 2020 qu'elles vont être les mêmes en 2021, par exemple. Donc, on regarde ça, bien sûr, avec un œil attentif. Le début d'année, chez Investissement Locatif, est un très bon début d'année puisque on a beaucoup de clients qui nous contactent pour investir. Donc, on voit qu'il y a une vraie appétence. Century 21 a sorti une étude en expliquant aussi qu'il y avait un regain d'intérêt pour l'investissement locatif avec une forte part d'investisseurs donc en hausse qui s'intéressent au marché. Et on le comprend bien, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la partie retraite. Hein. C'est qu'on comprend qu'avec l'augmentation de la dette et l'augmentation de l'injection de liquidités par les banques centrales, ce qu'ils appellent les quantitative easing, donc ça, c'est aussi ce qui se passe dans tous les pays avec la crise, bien, finalement, on a une dévaluation de la monnaie qui risque de s'accélérer sur le dollar et peut-être sur l'euro. Et donc, les gens, comprenant ça, se disent « je veux des actifs tangibles ». Donc, les gens investissent fortement en bourse. On voit la bourse monter, investissent dans les matières, donc du type investissent dans les métaux, par exemple dans l'or, investissent aussi dans les crypto-monnaies et investissent dans l'immobilier. Donc, nous, notre analyse, qui est l'analyse de certains économistes, c'est qu'on pense que l'argent va arriver dans l'immobilier, qu'on va être dans une phase d'inflation. C'est ce que j'avais dit lors du premier confinement, avant même toutes les statistiques qui sont là. J'avais dit un marché flat pendant 12-18 mois, puis une hausse du fait de la prise de conscience déjà qu'il va falloir se constituer une retraite. Hein. Les gens en ont de plus en plus conscience, sont de plus en plus éduqués par rapport à ça sur le marché français. Donc, ça a une incidence sur l'immobilier et également du fait justement de cette dévaluation monétaire qui fait que mécaniquement, pour acheter le même bien, il faut plus d'argent. Est-ce que c'est clair pour toi, Romain, puisque tu représentes un petit peu le… Hop, c'est très clair. C'est clair. Très clair.
Alors, attends, voilà. Le marché immobilier résiste. Donc ça, à nouveau, c'est un rapport qui est tombé en début d'année. 71% des vendeurs et des acheteurs sont sereins face à l'avenir. Donc là, c'est plus la partie psychologique des ménages français face à l'investissement dans la pierre. Donc on voit qu'on reste sur des gens finalement qui n'ont pas eu peur. 4% seulement ont abandonné suite au second confinement leur projet immobilier. 10% seulement des ventes non réalisées par rapport à 2019. C'est ce que je disais, on reste sur des volumes qui sont très hauts. Donc ça, ce n'est pas mon rapport à moi, c'est un rapport meilleur agent avec les données notaires. Donc, je vous inviterai à éventuellement consulter ces rapports si ça vous intéresse. Les perspectives 2021. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Il y a des petits soucis sur le défilement des slides. Oui, donc c'est ce que je disais. Les États qui ont des dettes élevées ont 3 possibilités pour rembourser. Donc là, on est sur de la macroéconomie. Donc, je ne vais pas m'improviser économiste. Ce n'est pas ma partie. Néanmoins, je regarde un petit peu ce que disent les économistes et vous pourrez aussi trouver des analyses là-dessus. Il y a 3 options en fait, pour rembourser cette dette dans le futur. C'est avoir de la croissance et des économies occidentales qui rebondissent fort. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario le plus probable. En tout cas, on espère revenir sur des niveaux d'avant la crise, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, mais ce n'est pas forcément le cas. Deuxièmement, c'est augmenter les impôts. On sait que les impôts sont déjà très forts et qu'aujourd'hui, la volonté en France, c'est plutôt de faire de la relance économique. On sait que si on assomme encore plus les entreprises ou les particuliers avec des impôts, ça ne va pas dans le bon sens et donc ce n'est pas l'option qui semble en tout cas aujourd'hui retenue par nos dirigeants. Et la troisième, eh bien, c'est faire en sorte, et ça c'est hyper intéressant, que cette dette, et là je parle de la dette d'État, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, qui a été empruntée à taux fixe, elle devienne moins lourde à rembourser. Donc là, je me contente de répéter ce que disent certains économistes et ça me semble intéressant. Et notamment dans l'email qu'on vous enverra à la fin, si tu es d'accord Romain, eh bien, on pourra joindre des vidéos pour que vous trouviez des sources qui sont des sources indépendantes qui n'ont rien à voir avec moi, mais qui, moi, je pense, m'inspirent. Après, voilà, ça reste encore une fois des analyses d'économistes et ça n'engage qu'eux. Mais on parle de dévaluation légère de la monnaie et là, on voit déjà que le dollar a déjà commencé à baisser et ça permet en fait aux États de rembourser la dette avec de l'argent qui est créé et donc finalement, c'est $1 pour les citoyens plutôt que d'augmenter l'impôt. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans un scénario comme ça? Eh bien, ça fait que les actifs vont augmenter en valeur en monnaie, puisque la valeur de la monnaie baisse. C'est assez logique. Et notamment Patrick Artus, qui a fait une vidéo là-dessus que j'avais trouvé très intéressante. On vous joindra tout ça. Alors maintenant, si vous vous dites, j'ai compris, je veux investir pour peut-être protéger mon futur, je veux investir dans l'immobilier pour ma retraite ou même pour créer des revenus passifs, eh bien, comment le faire? Et comment le faire surtout quand on est non-résident et qu'on vit à l'étranger? Donc moi, mon job, c'est de vous donner des pistes, puisque c'est ce que je fais à titre personnel. J'ai encore 6 projets en cours à titre perso au moment où je vous parle. J'ai signé un acte authentique il y a 3 jours sur un bien à Paris. Je suis en train de faire plusieurs opérations dont je vais vous parler par la suite. Et nos clients font des opérations. Donc, voici un peu les opportunités. Et j'en profite, Emmanuel, oui. J'en profite pour ceux qui veulent voir tout le travail d'Emmanuel au quotidien. Vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est passionnant. Il détaille tout et c'est vraiment top. Il mettra ses réseaux sociaux sur le dernier slide. Voilà, donc on a Instagram, on a 400 vidéos gratuites sur YouTube, des vidéos de conseils concrets et on est présent un peu sur tous les réseaux effectivement. L'opportunité pour vous en tant qu'investisseur dans ces périodes de crise, parce qu'il y a toujours des opportunités en période de crise. En fait, les périodes de crise créent les écarts entre ceux qui sont en mesure d'agir et de prendre les bonnes décisions et ceux qui ne prennent pas les bonnes décisions, c'est-à-dire la masse, ou qui sont ce qu'on appelle en bourse les mains tremblantes et qui finalement vendent à vil prix parce qu'ils ont peur, ils sont guidés par la peur. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec la peur, il y aura peut-être moins de concurrence, il va y avoir des marges de négociation et on le voit que certains acheteurs ont repris l'ascendant. Donc, nous, on négocie des biens pour nos clients sur certains marchés tendus où avant, on ne pouvait pas négocier. Donc, ça dépend toujours du prix initial, mais ça reste une opportunité. Le troisième opportunité, c'est l'opportunité des taux d'emprunt qui sont hyper bas en France, plus bas qu'ils ne l'ont jamais été. Je vais vous mettre, j'arrive pas à faire, voilà, je vais vous mettre là les taux. Donc, ça, ce n'est pas moi qui les invente, c'est meilleurtaux.com, qui est le site de référence, qui est un courtier en crédit immobilier en ligne, qui met des baromètres. Là, vous voyez, alors en tant que non-résident, il faut rajouter 0,20 globalement à ces barèmes. Donc, je ne vous dis pas que vous aurez 0,93, par exemple, pour un taux très bon sur 20 ans. Mais on comprend bien que c'est des taux hyper bas. Donc, c'est des taux hors assurance. Moi, j'ai même des clients non-résidents qui ont eu 0,80. Mais ça dépend de chaque dossier. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec ces taux-là, on reste sur de l'argent gratuit, quoi. Voilà. Là, on vient de me faire une proposition à 0,80 à titre personnel.
Il y a toujours mieux, moins bien, mais c'est en tout cas hyper bas, quelles que soient les situations. Donc, il faut aussi en profiter. En 2021, la logique, c'est toujours la même. Je suis désolé, je n'ai pas de baguette magique. Je vais vous parler un peu de ce qui ne marche pas. On m'a posé aussi des questions en amont du webinaire sur la location saisonnière. Donc, je vais aussi donner mon avis là-dessus un petit peu après. Mais l'idée, c'est toujours la même. C'est d'acheter un bien qui est ce qu'on appelle chez Investissement Locatif dans son jus, un bien qui n'a pas été rénové depuis de nombreuses années, comme ce bien-là, qui clairement ne fait pas rêver, avec un carrelage au sol qui est pourri, une cuisine qui est dans son jus, un bien qui n'a pas été rénové depuis 20 ans, 30 ans peut-être celui-là. Et souvent, c'est des successions, mais un bien qui est dans un bâtiment qui, lui, va être sain. Ça, c'est important. Donc, le bien, on peut agir dessus et on va, nous, chez Investissement Locatif, donc que vous le fassiez tout seul ou que vous le fassiez avec notre entreprise, eh bien, on va refaire à neuf de manière à créer de la valeur et à faire de la dépense intelligente. La dépense intelligente, c'est quoi? C'est qu'en faisant des travaux, eh bien, en réalité, selon les régimes fiscaux, on va en parler juste après, vous allez passer ces travaux-là. Donc, si par exemple, vous investissez 20 000 € en travaux, vous allez les passer en charge et ça va neutraliser de l'impôt. Parce que vous le savez, quand vous investissez, si vous payez beaucoup d'impôts sur vos loyers, finalement, c'est moins intéressant parce que l'État va vous reprendre ce que vous avez gagné sur le loyer. Donc, le but, tout l'enjeu va être de gommer cet impôt le plus possible. Je vais vous dire comment juste après, donc restez bien. Mais la logique va être de trouver un bien à rénover que vous ne payez pas cher du fait des travaux, que vous pouvez refaire et dont vous pouvez refaire le plan. C'est ce que j'ai mis redistribuer, c'est redistribuer le plan de A à Z. C'est ce que font, et je vous montrerai des exemples après, nos architectes d'intérieur, et tout en respectant des paliers. Alors ça, c'est quoi? L'idée, c'est de respecter des paliers de surface. Si par exemple, je vais prendre deux exemples, vous investissez à Paris, eh bien, pour un appartement de 20-25 mètres carrés, on va faire un petit 2 pièces. Donc, aux États-Unis, je crois que vous appelez ça un one bedroom, pour dire que c'est un 2 pièces. En France, on va parler de T2, de type 2, ça veut dire 2 pièces tout simplement. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez 25 mètres carrés en studio ou 25 mètres carrés en T2 à Paris, là, je prends un exemple parisien, eh bien, en réalité, vous allez avoir beaucoup plus de demandes pour un T2 parce que les gens préfèrent avoir une petite chambre séparée plutôt que d'avoir un seul espace de vie. Vous allez pouvoir le louer, par exemple, 100 € plus cher. Donc, ce sera loué plus cher, vous aurez plus de demandes et ce sera donc plus rentable dans la durée. Donc, la logique, c'est de respecter des paliers. Et là, j'ai pris un exemple sur un T2. Mais par exemple, pour un T3, on va faire des petits T3 de 40 mètres carrés, 35 mètres carrés à Paris. En région, quand on est à Lille, quand on est dans d'autres villes de France où on accompagne des clients, bien sûr, on va faire des surfaces plus grandes. On tient compte et vous devez tenir compte, bien sûr, de la surface selon la ville où vous investissez. Donc, c'est important de bien connaître son marché. Par exemple, si vous êtes en région parisienne, plus loin de Paris, vous allez faire un T2 de 30-35 mètres carrés. Parce que le marché réclame ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire, j'ai écouté ce qu'a dit Manuel dans la conférence, je vais faire un T2 de 25 mètres carrés à la campagne ou dans une plus petite ville, parce que peut-être les gens là-bas vont vous dire, mais attendez, 25 mètres carrés en T2, c'est tout petit. Et c'est peut-être d'ailleurs la réaction que vous avez selon le pays où vous vivez. Au début, moi, avant que je vienne à Paris, j'ai grandi en province. Je suis arrivé à Paris et je me suis heurté, c'était il y a une quinzaine d'années, je me suis heurté au marché immobilier parisien. Pour moi, c'était une inconnue. Et quand je suis venu de Savoie, je suis savoyard, je suis arrivé à Paris, j'ai dit, ah ouais, donc on vit à Paris dans des studios de 15 mètres, dans des T2 de 20-25 mètres. Et ça me paraissait effectivement petit. Mais c'est le marché, c'est ce que réclame le marché. Et donc, en tant qu'investisseur, vous, ce que vous devez faire, c'est répondre à cette demande et optimiser au maximum les surfaces. L'idée en 2021, ça va être d'investir dans l'immobilier à crédit. Alors là, je le dis parce que souvent, quand on est sur des non-résidents, eh bien, ils ont plus d'apports. Donc, on va venir me voir, me dire, Manuel, moi, j'ai 200 000, 300 000 $ cash à investir. C'est mes économies. Est-ce que tu me conseilles d'acheter cash ou est-ce que tu me conseilles de faire un crédit? Là, il y a deux logiques. Donc là, souvent, en matière d'éducation, on a été élevé et on nous a dit le crédit, c'est mal. Et moi, encore plus, parce que j'ai une mère qui était assistante sociale. Je vous raconte un peu mon histoire perso, mais pour que vous compreniez aussi les logiques et comment moi, j'ai découvert l'immobilier. Mais la logique, c'est que souvent, on nous dit le crédit, c'est mal parce que le crédit consommation, c'est dangereux, et c'est vrai. Mais il faut distinguer ce qu'on appelle le mauvais crédit. Donc là, quand vous allez acheter des biens dont vous n'avez pas besoin en vous endettant sur des durées longues et avec des taux très élevés, du bon crédit, celui où vous allez faire un crédit avec un taux bas, surtout aujourd'hui, pour financer un actif qui va vous rapporter plus d'argent. Et là, ça va être finalement un levier formidable. Moi, j'ai investi, comme le disait Romain au début, dans 70 lots. Ça représente à deux, donc c'est un patrimoine d'environ 15 millions d'euros de valeur aujourd'hui. On a acheté à deux avec mon associé. Ça s'est fait en 5 ans. Donc, c'est énormissime. J'aurais jamais pu, je suis parti de zéro, donc j'aurais jamais pu imaginer un jour
avoir un tel patrimoine, eh bien, je l'ai pu l'avoir uniquement parce que j'ai fait du levier, donc que les banques m'ont fait confiance, j'ai montré que les opérations fonctionnaient, que j'encaissais des loyers, j'ai fonctionné avec plusieurs établissements bancaires en étant transparent, plusieurs banques qui m'ont dit bah là, Manuel, tu as atteint un encours un petit peu élevé, tu as dépassé le million d'euros, je te conseille de peut-être aller voir une autre banque qui va pouvoir te suivre. Et voilà. Et petit à petit, en utilisant l'effet de levier, j'ai pu investir dans un patrimoine considérable. Si j'avais dû acheter ce patrimoine cash, il aurait fallu que j'attende de 5000 ans. Et dans 5000 ans, peut-être, j'aurais eu 15 millions et avec les 15 millions, j'aurais acheté. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu le faire. Donc, si vous êtes non-résident aujourd'hui, comment ça va se passer sur le crédit? Eh bien, je vous conseille de mettre le minimum d'apport, donc le moins possible. Mais on va aussi se dire les choses franchement. Parfois, j'entends des gens qui disent il faut investir sans apport. Dans l'absolu, ça serait idéal, mais quand vous êtes non-résident, les banques vont vous demander de l'apport ou vous demander de faire des placements au sein de la banque et ils vont nantir ces placements, donc ils vont vous demander des contreparties. Donc, quand les gens viennent nous voir chez Investissement Locatif, on a un discours de vérité. Quand vous êtes non-résident, les banques vont vous demander au moins 35% du montant total, donc du montant achat, travaux, notaires, meubles, toutes les dépenses, au moins 35% pour pouvoir investir avec eux et ils vont vous prêter le reste. Et ces 35%, ils ne vont pas forcément vous le demander en apport, mais ils vont vous le demander en collatéral. Donc, parfois, les banques vont vous dire bah, vous investissez ces 35% ou 15%, ça dépend vraiment de chaque banque, dans des actifs, donc des actions, par exemple, au sein de notre banque. Donc, pas les actions de la banque, mais n'importe quoi, des actions ou des fonds d'investissement. Et nous, banques, pour se prémunir si demain vous ne payez plus votre crédit, eh bien, on va nantir ces placements-là pendant une dizaine d'années, par exemple. Voilà, donc il faut savoir quand vous venez nous voir, il faut savoir quand vous souhaitez investir en immobilier que malheureusement, je n'ai pas de baguette magique, je préfère être franc. Les banques vont vous demander un apport et ça, c'est une réalité. Donc, il faut quand même être prêt à le faire. Quand on est non-résident, elles demandent encore plus d'apport parce qu'il y a plus de risques pour elles. Une fois qu'on a dit ça, quand on est résident, par exemple, aux États-Unis, il y a des problématiques particulières avec le fameux FATCA. Donc, il y a des normes, il y a des problématiques. Il existe des solutions et certaines banques, certains courtiers qui le font, mais oui, c'est compliqué. Je ne vais pas à nouveau vous dire c'est facile parce qu'après, vous allez me dire Manuel, mais tu m'avais dit que c'était facile, alors qu'en fait, c'est compliqué, les banques sont compliquées. C'est compliqué. Nous, chez Investissement Locatif, on vous accompagnera vers des bons partenaires courtiers. Peut-être que French Morning pourra aussi vous conseiller des gens. Je pense qu'ils ont aussi des partenaires là-dedans. Voilà, nous, en tout cas, on essaiera de fluidifier et de vous apporter le maximum d'aide là-dessus, mais en tout cas, c'est possible et on a des clients, et je pense qu'il y a peut-être des clients d'ailleurs qui sont présents, qui vivent aux États-Unis et qui font des projets en France. Ce que je vous conseille, que vous le fassiez encore une fois avec nous tout seul, quand vous faites un crédit, c'est de prendre un différé de remboursement. Le différé, c'est quoi? Vous achetez un bien à rénover, vous faites des travaux. La banque le sait, elle va vous financer ces travaux. Eh bien, vous allez dire à la banque, pendant la période de travaux qui va durer 6 mois, ça va être moins que ça, mais vous demandez un différé de 6 mois ou 12 mois à la banque, par exemple, eh bien, je voudrais ne pas rembourser tout de suite le crédit puisque je n'aurai pas tout de suite les loyers. La banque va vous dire oui. En fait, c'est quelque chose de commun. Alors, elle ne va pas toujours accepter 12 mois. Moi, il y a un jour un banquier qui m'a dit Manuel, tu es gentil, tu me demandes 12 mois, mais tu vas avoir 4 à 5 mois de travaux, donc je ne veux pas faire plus. Mais d'autres banques vont naturellement accepter et même vous proposer des durées plus longues. Moi, il m'est déjà arrivé au maximum sur un immeuble en région parisienne d'avoir 36 mois. Elle parle en mois. Donc, d'avoir 3 ans de différé. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'avais pas 3 ans de travaux, mais parce que je ne remboursais pas le crédit, je remboursais que les intérêts. Sur un prêt, par exemple, à 1 000 €, les intérêts d'emprunt aujourd'hui, ça va être, je ne sais pas, 150 € par mois. Donc, ça veut dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne remboursais, donc c'était sur un immeuble, c'était des plus gros montants, la logique est la même, je ne remboursais que 150 € et je touchais bien, au bout de 4 mois, je touchais bien un loyer de 1 000 € par exemple, ce qui fait que chaque mois, j'avais un cash flow qui était très important et ça me faisait en fait un fonds de trésorerie. Dis-moi Romain, s'il y a des choses où je ne suis pas clair parce que peut-être que toutes les notions ne sont pas logiques. Non, mais bon, après, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, donc je connais très bien la société et puis ça me parle très bien parce que c'est un sujet qui m'intéresse à titre perso, un peu trop souvent d'ailleurs. Mais non, pour moi, c'est très très clair et d'ailleurs, je trouve que c'est bien parce qu'on avait fait la même présentation l'année dernière et je pense que tu as totalement changé, enfin, je veux dire, tu as amené encore autre chose et donc il n'y a aucun slide identique à ce que j'ai vu l'année dernière, donc je trouve ça vraiment intéressant et c'est top. Tu peux continuer et puis après, je vois qu'on a déjà plein de gens, il y a plus de 500 personnes qui s'étaient inscrites sur cette session, donc on reçoit plein de questions. Vous en faites pas, posez vos questions parce que je vais toutes les poser à Manuel et il va essayer de répondre à toutes, même si
il n'a pas 30 casquettes, mais en tout cas, il va répondre à ce qu'il pourra. Et okay. Je te laisse continuer. Donc, la logique numéro 1, essayez toujours de prendre un différé. Souvent, une des erreurs que je vois, c'est que la personne ne prend pas de différé. Et du coup, c'est douloureux au début parce que pendant la période où vous êtes en travaux, vous devez déjà commencer dès le premier mois à rembourser votre crédit. Du coup, vous sortez de la trésorerie tous les mois, vous sortez 1 000 € par mois. Ce n'est pas confortable. Donc, négociez toujours avec votre banquier un différé. En France, je vous le dis, un différé de 6 mois, quasiment toutes les banques l'acceptent. Après, si vous voulez faire plus, ça va dépendre du projet. Sur un immeuble, on peut parfois négocier jusqu'à 36 mois, mais je ne vous dirais pas que c'est la norme. Le Crédit Agricole le fait, mais ce n'est pas la norme. Ils ne le font pas dans tous les cas. L'effet de levier, c'est ce que je vous disais, c'est de pouvoir s'enrichir plus vite que si on achetait tout en fonds propres. Donc, j'ai par exemple aujourd'hui, si j'ai 100 000 € à mobiliser dans un projet immobilier, comme j'ai eu la question récemment, quelqu'un m'a dit j'ai 100 000 € à mobiliser dans un projet immobilier, est-ce que je les mets et j'achète un studio? Non, si vous pouvez avec la banque avoir, encore une fois avec votre banquier, si vous pouvez apporter 100 000 € et du coup emprunter 200 et investir 300 000, vous vous enrichirez sur 300 000 €. Voilà. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'effet de levier. Ne prenez pas des durées d'emprunt trop courtes. Je vois aussi souvent cette erreur, des gens qui me disent Manuel, pour tout de suite, pour avoir le plus vite possible mes loyers à moi, eh bien, j'ai emprunté sur une durée de 10 ans. Mais non, surtout pas. Ça dépend encore une fois de votre âge, de plein de paramètres. Mais si vous pouvez le faire, empruntez sur 20 ans, voire 25 ans. Pourquoi? Parce que plus vous étalez finalement la dette sur une durée longue, plus déjà vous allez bénéficier de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous remboursez 1 000 €. Dans 10 ans, vous remboursez 1 000 €. Dans 20 ans, vous rembourserez toujours 1 000 € de mensualité. La mensualité est à taux fixe, donc elle ne va pas évoluer. Or, le coût de la vie augmente. Votre salaire, vos rémunérations augmentent. Le loyer va augmenter sur 20 ans. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, finalement, c'est plus facile de rembourser ces 1 000 € dans 20 ans qu'aujourd'hui. C'est l'inflation, tout simplement. Et secondement, ça va vous faire une mensualité plus basse. Et donc, vous allez pouvoir retourner voir votre banquier en disant là, vous voyez, j'ai fait une première opération, c'est top. J'ai apporté 30% sur le projet, j'ai emprunté sur 20 ans. J'encaisse 1 000 € de crédit et j'ai 700 € de loyer, 750 € de loyer. Tout à fait faisable. On va prendre des exemples après. Et donc, le banquier va vous dire c'est super. Moi, banquier, ça me rassure. Je vois que l'argent rentre. OK, vous refaites un projet quand vous voulez. Et donc, il va vous reprêter, etc. etc. C'est comme ça qu'on peut justement s'enrichir et développer un patrimoine. L'idée, c'est toujours d'avoir un apport personnel, d'avoir de quoi voir venir. J'ai toujours peur, moi, quand des gens me disent aussi, je mobilise toute mon épargne. Parfois, j'ai la question de gens qui me disent, Manuel, j'ai 100 000 d'apport. Est-ce que tu me conseilles de tout mettre, d'emprunter 200 000 ou non, moi, je vais vous dire, si vous avez 100 000 € d'apport, pour votre vie personnelle, pour votre famille, pour plein de choses, gardez toujours du cash, ça sert. Ne mettez pas tout, ne faites pas all-in, comme on dit, sur votre projet immobilier. Donc, dites-vous peut-être, je mets 50 000 d'apport sur les 100 000, je fais un projet à 150 000, l'argent va commencer à rentrer, etc. Et je refais un projet dans la foulée quand j'ai encore accumulé de l'apport. Mais ne prenez pas de risques. On est là pour se sécuriser avec l'immobilier, on n'est pas là pour mal dormir. J'ai rencontré, moi, des gens qui ne sont pas passés par notre boîte, qui ont fait des projets parfois risqués, qu'ils ne maîtrisaient pas en travaux, en mettant tout leur apport. Et je vous garantis que vous n'avez pas envie d'être dans cette situation-là. Ils dorment mal. Ce n'est pas le but. L'immobilier, c'est pour, au contraire, vous apporter du confort financier, vous sécuriser votre famille, sécuriser votre futur. Ce n'est pas pour prendre des risques démesurés. Ensuite, voilà, je vais rapidement passer. L'idée, c'est d'avoir des finances saines. Le banquier va regarder vos relevés de compte. Si vous dépensez tout au casino, si vous avez un train de vie démesuré, ça ne va pas le rassurer. Il ne va pas accepter de vous prêter. Donc, en France, il va regarder vos 3 derniers relevés de compte. Donc, au moins sur 3 mois, essayez d'avoir une bonne gestion de compte, si possible, de manière à ce qu'ils se disent, voilà, je prête de l'argent à quelqu'un qui sait gérer l'argent. Et donc, c'est rassurant pour moi, banquier. Investir dans sa résidence principale, le problème, c'est que souvent, quand on investit dans sa résidence principale, eh bien, on va s'endetter au maximum. Souvent, c'est ce que je vois. Les gens viennent me voir et me disent, voilà, j'ai acheté ma résidence principale, je pouvais m'endetter à 35%, mettons que ce soit un Français pour simplifier, je pouvais m'endetter à 35% de mes revenus, j'ai acheté ma résidence principale, le banquier m'a dit, Manuel, tu peux t'endetter à 35%, tu peux acheter un bien à 300 000, je prends un exemple. C'est rare. Si Romain, toi, demain, je te dis, je suis banquier, je te dis, OK, tu peux acheter un bien à 300 000 € taux d'endettement, est-ce que tu vas regarder des biens à 100 000? La réponse, c'est non. Parce que, je ne sais pas, dis-moi. Non, bien sûr, bien sûr. Parce que l'esprit humain… On a fait un webinaire la semaine dernière aux États-Unis, on peut s'endetter jusqu'à 50%. Donc, voire dans certains cas, 55%. Donc, tu vois… Là, la France a un peu resserré les dérogations. J'ai vu, ouais. C'est un peu plus compliqué. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que si la banque demain te dit OK, tu peux t'acheter une résidence principale à 500 000, souvent, c'est l'esprit humain. On regarde des résidences principales à 500 000, on rêve,
on se projette et derrière, on achète un bien à 500 000. On ne se dit pas, bah non, parce qu'après, je voudrais faire du locatif, j'achète un truc à 200 000. Ça c'est très rare. Donc voilà, donc c'est mieux souvent d'acheter d'abord du locatif et après sa résidence principale parce qu'en réalité, la banque va plus facilement prêter pour une résidence principale que pour des biens en locatif. Voilà. Ensuite, le choix de la banque. Bon là, le but, c'est si vous êtes non-résident, c'est déjà de trouver quelqu'un qui vous finance. Donc, on a des partenaires, mais il n'y en a pas à 50 millions. Mais parfois, c'est des banques locales. On a vu des clients, nous, qui sont aux US, qui sont en Israël, qui sont dans des pays où c'est des fois compliqué d'emprunter, qui sont financés au Crédit Mutuel de Strasbourg. Ne me demandez pas pourquoi, mais parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui accepte de prêter, c'est tout. Donc après, ce qui compte à un moment, c'est de trouver le partenaire bancaire qui vous fait confiance et qui accepte de vous prêter. Et pas que de décortiquer le taux sur une différence de 0,05, mais de trouver quelqu'un surtout qui vous fasse ce chèque-là. Parce que si vous avez le bon partenaire bancaire, je vous garantis que ça va vous permettre d'accélérer et de vous enrichir infiniment plus qu'un banquier qui fait un bon taux mais qui ne vous prête pas. Ça va de soi. Tu me donneras son nom quand même parce que je suis client au Crédit Mutuel de Strasbourg, donc ça m'intéresse. OK. Donc, voilà. Donc les contacts, on les a. J'en ai pour toutes les situations. Récemment, j'ai eu un entrepreneur suisse qui est de nationalité suisse et qui vit en Suisse. Ce n'était pas évident et qui est vraiment quelqu'un de connu à succès. On a trouvé un partenaire. Et lui, c'était encore autre chose. On a trouvé dans une banque privée spécifique qui avait financé certains de nos clients, d'ailleurs, qui étaient non-résidents. Donc, on a des solutions. Vu le nombre de clients qu'on accompagne, on se renseigne auprès d'eux aussi quand un client nous dit j'ai eu un super banquier. On lui dit est-ce que vous accepteriez de nous partager son contact pour que potentiellement on le mette en relation avec des clients. Voilà un petit peu l'idée. Ne pas hésiter à être multibanque. Moi-même, je suis dans 6 banques différentes. Donc, je suis client au Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC. Je suis en train de rentrer chez Arkea, banque privée, LCL et BNP. C'est ça, 6. Donc voilà. Et ça ne les vexe pas. Hein. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent gagner de l'argent avec vos dossiers. Si c'est gagnant-gagnant, ça ne les vexe pas et vous avez tout à fait la possibilité d'être dans plusieurs banques. La logique de rénover et meubler. Donc, la location meublée, je vais vous en parler juste après. Et pourquoi c'est quand même plus intéressant en France que la location nue. Mais la logique, c'est ça, c'est de rénover parce que vous allez, encore une fois, engager des frais pour les travaux. Ces frais-là, si c'était juste de la dépense, ça n'aura aucun intérêt, mais ils vont permettre de valoriser le bien. Vous achetez un bien à 150 000, qui n'est pas cher parce qu'il y a des travaux. Vous faites 20 000 de travaux, il a une valeur de 170 000 ou plus. Ça va dépendre, encore une fois, de l'affaire que vous avez faite. En plus, vous repartez sur un bien qui est refait à neuf, donc a priori, vous êtes tranquille pendant de nombreuses années. En plus, votre entreprise qui fait les travaux, si vous passez par exemple par investissement locatif, va avoir des assurances décennales, donc vous êtes garanti 10 ans sur les éventuels problèmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la charge intelligente ou de la charge utile parce que vous investissez, ça valorise votre actif, donc votre bien. Et en plus, on va en parler après dans la fiscalité, ça va venir gommer de l'impôt que vous auriez payé si vous n'aviez pas fait ces travaux. Le meublé, pourquoi ? Pour la même raison, parce qu'en investissant en meublé, vous allez bénéficier d'un meilleur régime fiscal, je vais vous en parler après, mais aussi parce qu'en investissant en meublé, on va créer un vrai coup de cœur. C'est-à-dire que ça va permettre, un logement vide, c'est un logement vide. Bon. On rentre, il y a des murs blancs, un beau sol, une cuisine éventuellement. C'est ce qu'on fait, nous, quand on fait de la location nue, on met quand même la cuisine. Mais le locataire va dire, je n'ai pas forcément le coup de cœur parce que ce n'est pas meublé. Nous, sur du meublé, on a des architectes d'intérieur chez Investissement Locatif qui vont faire des biens que je vais vous montrer après, coup de cœur. Quand le locataire rentre, il a le coup de cœur et donc il est prêt à payer un peu plus cher que le même bien qui est en location vide déjà parce qu'il a tout l'équipement, il n'a pas besoin d'acheter un four, il n'a pas besoin d'acheter des plaques de cuisson, il n'a pas besoin d'acheter un lit, etc., etc. Tout est déjà meublé et équipé. Mais en plus de ça, tout simplement parce que le bien, il donne envie, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et donc, ça va attirer une clientèle et c'est le but haut de gamme parce que le bien est meublé, décoré haut de gamme. Donc, vous allez avoir des bons locataires que vous allez pouvoir choisir. Hop, j'essaie de défiler. Voilà. Quel est le régime le plus intéressant ? Non, il y avait une slide avant. Voilà. En France, il y a 2 régimes d'imposition. Je vais venir après à la spécificité des non-résidents parce que je sais que ça va être le sujet et que ça va vous intéresser. Mais il faut bien comprendre que les revenus locatifs en France vont être imposés de 2 façons différentes. Soit vous allez avoir, et il y en a probablement dans les participants qui ont déjà des biens en France qui sont en location, souvent en location nue. Soit vous allez avoir des biens en location nue, ce qu'on appelle de location vide, tout simplement il n'y a pas de meubles. Soit vous allez avoir des biens en location meublée, c'est assez simple, hein, c'est qu'il y a des meubles et que le locataire peut arriver avec ses valises et vivre dedans. La location meublée, il y a des meubles obligatoires, il y a une liste qui est établie par l'État et ça permet d'avoir pas le même régime d'impôt. Si vous êtes en location nue,
c'est ce qu'on appelle des revenus fonciers. Donc, c'est un peu ce que moi j'appelle, donc ne vous vexez pas, hein, ceux qui font de la location nue, c'est ce que j'appelle la location à la papa, à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, la location meublée était beaucoup moins à la mode et tout le monde faisait de la location nue. On achetait un bien, on le mettait en location. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une émergence et on y participe à notre échelle avec toutes nos vidéos YouTube. On a des millions de vues, donc on y participe parce qu'on fait beaucoup de pubs pour ça depuis 10 ans. Il y a un engouement sur la location meublée. Il n'y a pas que nous, il y a aussi la location Airbnb qui est arrivée. C'est-à-dire que les bailleurs ont compris que s'ils faisaient de la location meublée, déjà, ils créaient de la valeur, ce que je vous ai dit, et ils pouvaient faire des biens de qualité coup de cœur, mais en plus, qui bénéficiaient des revenus, ce qu'on appelle BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est différent des revenus fonciers. D'un côté, vous avez les revenus fonciers, c'est la location nue. De l'autre côté, vous avez les revenus BIC. Je ne vais pas vous faire un truc de fiscalité qui va durer des heures, donc je vais un peu à l'essentiel. Donc, en revenu BIC, en location meublée, ce qui est hyper intéressant, et c'est la case en bas à droite de mon tableau, c'est que vous avez des choses que vous pouvez venir déduire avant l'impôt. Je m'explique. Vous avez la ligne d'en haut avec écrit revenu locatif en gras là. Donc, mettons que vous perceviez par exemple 10 000 euros de loyer annuel. Donc, chaque mois environ 800 euros, ça fait environ 10 000 euros par an. Okay. Donc, le locataire vous paye 10 000 euros sur l'année, donc 800, 800, 800, 800, 800. Fin de l'année, vous avez perçu 10 000 euros. L'État français va vouloir vous imposer, on va voir comment, sur ces 10 000 euros de loyer, il va vous dire, bah, vous avez un revenu, monsieur, vous avez perçu des loyers, ou madame d'ailleurs, vous avez perçu des loyers, vous avez perçu 10 000 euros, donc moi, État français, je vais venir vous imposer dessus. On va voir comment, mais je vois, moi, État français, moi, fisc français pour être plus précis, bonjour à nos amis du fisc qui nous regardent, je vais venir vous imposer, mais on va avoir les revenus locatifs 10 000 moins tout ce que j'ai listé ici, moins les dépenses d'amélioration. Donc, par exemple, vous avez fait des dépenses avec facture pour améliorer le bien. On va voir, vous avez les frais liés à cet investissement, donc les intérêts d'emprunt. Donc, pas tout le prêt, mais les intérêts. La taxe foncière que vous avez payée chaque année, c'est la taxe quand vous possédez un bien en France. Les frais de comptabilité parce que vous passez par un expert comptable pour déclarer. Vous allez amortir, et c'est ça qui est très différent de la location nue juste à côté, vous allez amortir le bien, vous allez amortir les travaux, vous allez amortir les meubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour le bien, l'État va dire, OK, vous avez payé votre bien 150 000 euros. J'accepte, moi, État français, que chaque année, vous veniez déduire une petite partie de ce bien de vos revenus locatifs imposables. Exemple, 150 000 euros que vous avez investis lors de l'achat du bien, donc ça, c'est le prix du bien. Ils vont accepter que vous amortissiez non pas la totalité, non pas 150 000 euros, parce qu'ils disent qu'une petite partie liée à l'acquisition correspond au terrain. Et le terrain ne s'amortit pas parce que le terrain ne disparaît jamais, c'est de la terre. Donc, il va dire, vous avez investi 150 000, vous pouvez amortir 85% de ces 150 000, 15% pour le terrain, c'est un exemple, ça dépend des villes, il faut regarder avec votre expert comptable. Et donc, on va prendre 150 000 moins 15%, environ 130 000, et vous allez diviser ces 130 000 euros, encore une fois, je résume, par 30 ans, et chaque année, eh bien, vous allez avoir 4 000 euros qui va passer en déduction de vos 10 000 euros de revenus locatifs. Vous avez donc un revenu locatif imposable qui va être de 10 000 euros perçus, moins ces 4 000 euros d'amortissement du bien. On va faire la même chose sur les travaux. Vous avez fait 20 000 euros de travaux, vous l'amortissez sur 20 ans, donc 1 000 euros par an. Moins 1 000 euros pour les travaux, moins 1 000 euros pour les meubles parce que vous les amortissez sur 7 ans, etc. etc. Et en fait, après déduction donc des frais de taxes foncières, d'intérêts, etc., de l'amortissement et du déficit, par exemple, les frais de notaire et nos frais, par exemple, investissement locatif, qui vont aussi passer et venir gommer du loyer, si vous passez par nous, et bien voilà, à la fin, en fait, vous allez avoir un revenu imposable de 0 euros et c'est là-dessus que l'État va vous imposer. On va voir comment juste après. Mais gardez toujours en tête que c'est ça la mécanique qui fait qu'en fait, vous n'allez pas payer d'impôt. Vous allez payer, c'est que l'assiette imposable, c'est vraiment de ça qu'on parle, hein, va être à 0 euros. Donc là-dessus, l'État va vous dire, si vous êtes non-résident, vous payez un minimum de 20%. Donc c'est ça maintenant ce que va vous prendre l'État français. 20% d'impôt minimum sur ces 0 euros ou sur ces bénéfices, ça va dépendre, plus la CSG-CRDS si vous êtes dans un pays qui n'est ni en Europe ni dans la zone économique européenne, incluant la Suisse. Donc là, si par exemple vous êtes aux US, donc vous allez payer la CSG-CRDS à 17,2% plus 20%, donc vous allez payer 37,2%, non pas donc, des 10 000 euros hein, que vous avez encaissés, mais du bénéfice imposable. Okay, donc ça, c'est très important. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas payer d'impôt pendant de nombreuses années.
Et quand vous allez commencer à en payer au bout de 10 ans, 12 ans, ça va dépendre du projet, de son rendement et des travaux que vous avez faits, etc. Quand vous allez commencer à en payer, en fait, ça va commencer petit à petit parce qu'il y a de l'amortissement qui va durer 30 ans. C'est ce que je vous disais. L'amortissement du bien va durer 30 ans, l'amortissement des travaux va durer 20 ans, l'amortissement des meubles va durer 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, vous aurez consommé l'amortissement des meubles. Donc là, ça va s'arrêter, par exemple, etc., etc. Mais il y a des frais qui seront toujours là. La taxe foncière, vous la payerez toujours. Les intérêts d'emprunt, si vous empruntez sur 20 ans, vous allez les payer pendant 20 ans, etc. etc. Donc, on ne passe pas d'une situation, au bout de 10 ans, je passe de 0 à beaucoup d'impôts. Ça va être crescendo. Donc, finalement, l'impôt reste quand même réduit. Maintenant, la petite différence. Si vous êtes dans l'espace économique européen, donc là, aujourd'hui, jusqu'à la fin d'année, on pouvait dire que les UK qui nous regardent, ceux qui sont au Royaume-Uni, eh bien, faisaient partie de l'Union européenne ou espace économique européen. Aujourd'hui, on est un peu dans un flou. A priori, on va voir les accords qui vont être signés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois entre le Royaume-Uni et l'Europe. Il y a de grandes chances, hein, si dans l'espace économique européen, plus la Suisse, on a ce type de pays qui sont quand même très proches géographiquement avec lesquels on a des accords, que le Royaume-Uni en fasse partie. Si vous êtes en dehors maintenant, par exemple à Dubaï, à Singapour, si vous êtes aux États-Unis, voilà, on a des clients dans un peu tous les pays du monde, là, vous allez payer 17,2% de CSG-CRDS. Dans l'autre cas, je ne l'ai pas dit, mais ça va être 7,5%. Ça ne va pas être zéro puisque vous payez quand même une contribution de solidarité. Donc, dans un cas, vous êtes à 20 plus 17,2, tous ceux qui ne sont pas dans l'espace économique européen. Un impôt que vous payez en tant que LMP, on va le voir juste après, sur le bénéfice imposable, donc pas sur la totalité des loyers. Hein. Donc vous payez 37,2 du bénéfice qui est à zéro pendant plusieurs années. Et dans l'autre cas, vous payez 20 plus 27,5 finalement, encore une fois, de ce bénéfice imposable si vous êtes dans l'espace économique européen. Et je pense que ce sera aussi le cas pour les personnes qui sont au Royaume-Uni. Ensuite, vous allez me dire, mais quid de mon impôt dans mon pays? Donc, je vais vous répondre tout de suite, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je ne suis pas fiscaliste spécialisé dans la fiscalité des Franco-Américains. Je ne suis pas fiscaliste spécialisé UK, etc. etc. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de contacter des fiscalistes dédiés. Ça va peut-être vous décevoir, hein, mais je ne vais pas m'improviser sur des questions de fiscalité. Néanmoins, ce qu'il est ressorti de mes échanges avec des fiscalistes aux US, etc., c'est qu'en fait, dans la logique, il n'y a pas de double imposition. Par exemple, ma compagne, encore une fois, vous parlez de ma vie, mais ma compagne est ressortissante et de nationalité américaine. Donc, vous le savez, où que vous soyez dans le monde, vous payez un impôt et vous devez déclarer vos revenus au fisc. Elle a des locations à titre personnel également ici en meublé. Eh bien, ça ne rajoute pas d'impôt non plus. Je n'ai pas tous les détails, hein, je n'ai jamais creusé sa feuille d'impôt US, mais elle m'a dit que ça ne rajoute pas d'impôt. Elle fait, par exemple, appel à un expert comptable. Donc, si vous êtes aux US, ça ne vous rajoute pas d'impôt, sous réserve que vous, bien sûr, vous pouvez voir avec des fiscalistes dédiés. Si vous êtes en UK, idem, il y a des conventions fiscales. Et attends, dernier petit point, Romain, pour ceux qui seraient éventuellement en Suisse, si on a des gens qui sont en Suisse, j'ai fait la semaine dernière une webconférence spécialement sur la fiscalité, cette fois-ci franco-suisse, avec une fiscaliste. Cette fois, j'étais accompagné d'une fiscaliste. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos emails et on pourra vous envoyer le replay. J'ai été énormément remercié parce que ça apportait beaucoup de valeur sur tous les aspects de la fiscalité immobilière. Et je le ferai peut-être pour d'autres pays. Mais voilà, ça, c'était uniquement pour la fiscalité des non-résidents suisses. J'en profite juste pour dire que si jamais il y a des gens qui ont besoin de contacts de comptables ou autres, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on a pas mal de partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez tous mon mail normalement. Je te laisse continuer. Et vous en faites pas, je vois toutes vos questions. On va y répondre à la fin. Et donc, on va essayer d'avancer un peu plus vite, comme ça, on va pouvoir répondre à toutes les questions à la fin. Merci. Alors, beaucoup de questions sont posées sur le statut de la location meublée. J'ai encore un client juste avant qui m'a posé une question qui vit aux États-Unis. Donc, le statut non-résident, si vous êtes non-résident, l'État français considère que vous n'avez pas de revenus en France. Donc, si vous dépassez, je simplifie, hein, mais si vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs issus de la location meublée, donc à partir d'environ 2 000 € par mois, vous ne serez plus LMNP, vous serez ce qu'on appelle LMP, loueur meublé professionnel. Qu'est-ce que ça change dans ces impacts? Deux choses. Depuis début 2021, il y a une nouveauté. Vous allez devoir adhérer à la SSI, à la Sécurité sociale des indépendants. Ça, c'est une nouveauté. Et vous allez payer finalement un forfait minimum. Donc, ça va vous rajouter 1 000 €, 1 100 € à payer annuel, quel que soit votre nombre de biens en LMP.
ça va aussi vous ouvrir des droits, donc ce n'est pas que de la perte. Et en plus, ces 1 100 € vont passer en charge, donc le vrai coût n'est pas 1 100 €, une fois de plus, dans la même logique que ce que je vous ai dit avant. Ça va venir gommer 1 100 € de loyer, mais ça va quand même avoir un coût. Après, ça reste raisonnable, ça va dépendre de vos revenus locatifs. Hein. Mais 1 100 € moins si vous payez 37%, par exemple, si vous êtes aux US, en réalité, le vrai coût va être d'environ 600 € par an. Ça ne fait pas plaisir, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais ça reste un coût limité par rapport aux opportunités que ça peut représenter de développer un parc de location meublé. Si, par exemple, vous êtes aujourd'hui non résident aux US, non résident à Londres, non résident à Dubaï et que vous revenez en France, quand vous revenez en France, si vous reprenez un boulot en France, vous allez avoir des revenus en France. Si vos revenus de travail sont supérieurs à vos revenus de location meublée, vous redevenez ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel. Donc, à nouveau, vous sortez du régime LMP, vous n'avez plus besoin d'adhérer au SSI. Et le deuxième impact, c'est sur la plus-value qui est imposée différemment. En LMNP, donc en non professionnel, vous avez une plus-value lors de la revente qui va être imposée selon la plus-value des particuliers. Et sans rentrer dans toutes les considérations, vous amortissez le bien et on ne tient pas compte des amortissements lors de la revente, donc c'est juste fabuleux. En loueur meublé professionnel, c'est équivalent à la société civile immobilière, à l'IS par exemple, qui est un autre dispositif. Et dans ces cas-là, lors de la revente, et donc ça c'est moins intéressant, eh bien, l'État va tenir compte des amortissements et la plus-value ne sera pas sur le montant d'achat, mais sur le montant d'achat moins les amortissements. Donc, vous allez payer effectivement plus d'impôts sur les plus-values. C'est pour simplifier. J'ai plein de vidéos sur YouTube où je vais beaucoup plus loin sur ces sujets-là. La méthode en 2021, c'est quoi? C'est toujours la même. C'est de choisir des villes où on a une dynamique locative. Hein. Ça ne sert à rien d'acheter pas cher dans un secteur où vous n'avez pas de demande locative et où vous n'avez pas de possibilité de revendre demain. Il faut des zones qui sont attractives. Donc, c'est trouver le bon bien au bon endroit et bénéficier d'un bon emplacement. C'est optimiser le plan. Donc, c'est acheter aussi au bon prix. Hein. Souvent, en fait, ce qu'on dit dans l'immobilier, c'est que la bonne affaire se fait à l'achat. C'est-à-dire que si vous achetez au bon prix, vous avez déjà ce qu'on appelle une plus-value latente. Donc, vous n'êtes pas vendeur tout de suite. Mais le jour où vous revendrez, eh bien, vous réaliserez cette plus-value. Souvent, moi, les gens m'ont dit, Manuel, mais pourquoi tu ne fais pas d'achat-revente et pourquoi tu achètes des biens à titre perso pour les garder et pour les louer? Parce que ce que je réponds toujours, c'est si le bien, je ne l'achète pas cher et que je fais une bonne affaire, c'est ce que je fais exactement le même type d'affaires que ce que font nos clients. Je ne suis pas magicien. Je fais des bonnes affaires. Si je fais une bonne affaire avec un bien que j'achète 150 000 qui potentiellement pourrait être vendu 170 000, 180 000 tout de suite, éventuellement. Mais je préfère le rénover, tirer des loyers, je rembourse du capital pendant des années et le jour où je voudrais le revendre, sauf si le marché s'effondre, ça c'est encore autre chose, mais ce n'est pas ce que je pense. Le jour où je le revendrai, à ce moment-là, je ferai ma plus-value. Elle est simplement différée. Mais comme je n'ai pas besoin tout de suite, je préfère en plus, toutes ces années-là, rembourser du crédit avec les loyers perçus. Et donc, je m'enrichis finalement encore plus, puisque si je revends au bout de 2 ans, non seulement j'ai ma plus-value initiale, mais en plus, j'ai pendant 2 ans encaissé des loyers et remboursé du capital à la banque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la logique, c'est ça. C'est de dire, j'achète un bien 150 000 que je pourrais revendre 170 000. C'est un exemple. J'ai 20 000 € de plus-value latente. Si je revends tout de suite, j'ai gagné 20 000, moins les impôts. OK, c'est bien. Mais si je revends dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, en plus, j'ai fait un prêt, eh bien, j'ai ces 20 000 € si tant est que le marché n'est pas évolué à la hausse. J'ai ces 20 000 € de plus-value, mais en plus, chaque année, j'ai remboursé peut-être 10 000 €, ce qu'on appelle, j'ai amorti le crédit. J'ai remboursé 10 000 €, ce qu'on appelle de capital. Donc, j'ai perdu mes intérêts parce que ça, c'est payé à la banque. Mais chaque année, j'ai remboursé 10 000. Donc, au bout de 5 ans, j'ai remboursé sur mes 150 000 € de valeur du bien, j'ai plus que 100 000 € de crédit. Donc, non seulement je leur vends 170 000, j'ai mes 20 000 € de plus-value, mais en plus, j'ai déjà remboursé à la banque 50 000, donc je fais un gain de 70 000 € dans mon exemple. Juste pour que vous compreniez la logique, donc le locatif, pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose auquel je crois. J'ai fait investir ma petite sœur avec un prêt étudiant, ma grande sœur qui sont pas riches, mais parce que je crois vraiment que c'est le moyen aujourd'hui pour développer son patrimoine. On propose donc là d'optimiser les plans, de suivre les travaux, de meubler, de décorer. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. La logique, c'est ça, c'est que, bon là, c'est un peu l'extrême que je vous ai mis en photo. C'est un projet qu'on a réalisé d'un immeuble, mais vous voyez, on fait acheter un truc pourri. Donc, quand on intervient sur des immeubles qui sont autant dégradés que ça, on fait passer des architectes tiers, des PLG. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, d'ailleurs, ça s'appelle HMNOP, mais on fait intervenir des architectes qui vérifient tout sur la structure, on prend les bonnes assurances, les bons bâtiments, on fait un énorme travail pour vous sécuriser en amont et on finit sur des biens comme à droite qui sont entièrement rénovés et qui donnent envie finalement aux locataires d'être
de le louer à un prix plutôt élevé par rapport à d'autres biens de la même surface. Voilà, les bénéfices de notre service, c'est quoi? C'est de vous faire gagner du temps, parce que souvent, c'est difficile d'exercer son métier et d'en plus dire je vais me former sur le marché immobilier, je vais guetter toute la journée les bonnes affaires, je vais me déplacer dès qu'une bonne affaire tombe, je vais suivre les travaux, faire des visites de chantier régulières, voilà, c'est énormément de boulot, énormément de temps, donc on vous fait gagner tout ce temps-là, puisque notre équipe composée de chasseurs immobiliers, d'architectes, de spécialistes de la location, de la gestion, va prendre en charge tout le projet. On est réellement expert puisqu'on fait ça depuis maintenant 8 ans. On a des gens qui sont très actifs sur le marché, qui sont là avec nous. On a une équipe fidèle. Donc, je suis très fier, moi, en tant que chef d'entreprise, je le dis, de la maturité de notre équipe. Je n'aurais pas forcément dit la même chose il y a 6 ans. On démarrait, il faut bien démarrer un jour, mais quand on a déjà un historique sur le marché, quand on a fait plusieurs centaines, je crois qu'on a fait plus de 1500 opérations au total. Donc, voilà, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a fait beaucoup d'erreurs qu'on était à chaque fois rattrapées, mais on a appris, on a amélioré nos process et nos équipes surtout ont appris. Et c'est ça qui a vraiment une valeur pour vous puisque vous allez bénéficier de cette expérience-là. Vous pouvez tout faire à distance, depuis l'étranger, même au niveau des notaires, on a les bons contacts qui peuvent tout signer à distance pour vous. On optimise au maximum le rendement. C'est vraiment notre expertise, notre savoir-faire, puisqu'on a aussi le département location-gestion. On gère environ 1000 lots. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a aussi la vision à la sortie. On ne vous vend pas un bien en vous disant on vous fait un projet et puis derrière, bye bye, à vous de vous débrouiller pour le louer à ce prix-là. Quand on vous dit des prix de loyer, on répond présent par la suite et on rend des comptes, puisque c'est nos équipes qui vont louer vos biens dans la durée. Enfin, si c'est votre souhait, ce n'est pas une obligation, mais si vous souhaitez passer par nous, c'est nos équipes qui vont s'engager et louer au prix qu'on a annoncé au départ. On est capable de s'adapter à vos besoins. On démarre sur des tickets, parce que souvent on me le demande, d'environ 100 000 € tout inclus. Donc, ça veut dire achat, travaux, ameublement, frais de notaire et honoraires, 100 000 €. Et on va sur des budgets à plusieurs millions d'euros. On vient de boucler un projet là, un client s'est positionné sur un projet dans la région juste à côté de Lille pour 2 millions d'euros. C'est énorme. Et on a 600 000 € de travaux dans ce projet. Donc là, je peux vous dire que c'est du très lourd. Et on est capable sur ces projets-là de répondre présent également grâce à notre expertise. Et je vous garantis qu'il ne faut pas s'improviser. On a des chantiers que j'ai mis sur YouTube où on restructure un immeuble entier avec la façade, les parties communes, les parties privatives et la toiture. Donc, ce n'est pas tous les jours. Il faut que l'affaire soit vraiment intéressante pour le client parce que c'est beaucoup de boulot. Mais voilà, on est capable aussi de faire ce type de projet-là. Donc, si vous dites, voilà, moi, je voudrais investir 1 million, 1,5 million, 2 millions avec du rendement en déléguant, on sait aussi le faire. Mais si vous dites, je veux investir 100 000 €, on sait aussi le faire. Et tous les projets sont importants, que ce soit un projet à 100 000 € ou à 1,5 million. Voilà, ce que je dis et ce qu'on dit avec les équipes, c'est à chaque fois, c'est le projet d'une vie pour la personne qui nous fait confiance. Donc, on a envie de répondre présent. Est-ce qu'on peut justement, peut-être pour après le libérer, recueillir le témoignage de Guillaume? Oui, bien sûr. Si tu veux, parce que je vois qu'il est présent depuis tout à l'heure. Je vois que Guillaume est là. Je vais lui demander d'activer son micro. Ah, il est là. Salut. Voilà. Salut Guillaume. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour peut-être nous apporter un petit témoignage sur le service et puis nous dire ce qui a été fait avec l'entreprise? Oui. Alors, moi, j'ai fait 4 invests au total, dont 2 découpes. Alors, j'ai fait un premier, un deuxième. Alors, le deuxième, c'était… moi, j'habitais à Paris pour le deuxième investissement. Et j'ai acheté à peu près dans le quartier où je vivais. C'était vers Guimauquet. Et Paris ce premier investissement, du coup, je ne l'ai pas fait. Comment? Paris 17e arrondissement. Ouais, enfin, c'est 18e parce que c'est à la frontière. C'est limite, ouais. Mais du coup, celui-là, je ne l'ai pas fait à distance. C'est un appartement que j'ai visité. Et tout s'est bien passé. En fait, même les travaux, je les ai faits quand j'étais en voyage. Donc, je suis parti pendant un mois en Argentine et au Brésil. Et pendant ce temps-là, en fait, l'appartement était en train d'être démoli. Enfin, démoli. Il y avait des murs qui étaient cassés, abattus pour en refaire des nouveaux. Et moi, je recevais les photos en fait à distance pour cet appartement. Donc, c'était ma première expérience vraiment à distance. Le troisième que j'ai fait avec vous, c'était à Toulouse. Alors, c'est un appartement que j'ai acheté à rue des Panoyaux. Alors, c'est dans le 20e arrondissement. Donc là, j'habitais à Toulouse parce que c'est là où j'ai rencontré ma femme. Je suis parti habiter là-bas pendant 2 ans. Et donc, pour celui-ci, j'ai même signé chez le notaire à distance. Donc, c'était une délégation. Je me suis même pas déplacé. Et le quatrième, donc c'est peut-être celui-là qui va le plus vous intéresser, j'ai été expat à San Diego parce que ma femme, qui fait de la recherche en biologie,
Elle a été envoyée pendant 2 ans à San Diego. Donc, moi, je l'ai suivie parce que je peux la suivre avec mon boulot. Moi, il me suffit de mon ordinateur. Donc, en fait, je me suis déplacé là-bas pendant 2 ans. Et c'est là-bas où j'ai acheté un dernier investissement à La Chapelle dans le 18e. Et là, tout à distance. Et tout s'est bien passé. Enfin, pas de mauvaise surprise. De toute façon, moi, je faisais confiance à la boîte depuis un moment parce que j'en ai fait 4. Et là, je suis en train de faire un 5e, toujours avec investissementlocatif.com. J'achète un immeuble carrément à Melun. Donc là, par contre, je change de statut. Je suis plus en LMNP, c'est plus du personnel. J'investis via ma holding et via une SCI à l'IS pour pouvoir mettre plus d'apport. Donc là, il y a un gros apport dans cette opération. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les… Non, juste sur la partie montant et sur l'investissement que tu fais dans l'immeuble, ça peut peut-être inspirer les gens. Sur le montant investi, c'est quoi l'ordre de grandeur, le rendement? Enfin, je sais pas si… Alors, l'immeuble, au total, c'est un peu moins d'1,1 million. C'est plus proche du million que de 1,1 million. Et je mets 290 000 euros d'apport. Je mets beaucoup d'apport parce que j'ai aussi beaucoup d'argent dans ma holding et c'est de l'argent que je voulais investir. Et en termes de rendement, je crois qu'on est à 6,30, quelque chose comme ça, brut. Parce qu'on ne l'a pas dit, en fait, on l'a pas dit, je n'ai pas parlé de ce régime-là, mais la possibilité, Guillaume est chef d'entreprise, et quand on est chef d'entreprise, on peut utiliser légalement l'argent de l'entreprise comme apport, en fait, avec un système de holding et avec une société civile immobilière à l'IS qui est détenue en partie par la holding. Ce qui fait qu'en fait, c'est la possibilité d'apporter l'argent de l'entreprise en apport sur le projet pour ne pas sortir d'argent perso. C'est ça l'idée. Ouais, mais par contre, bon, j'ai pas toujours mis autant d'apport. Le 4e que j'ai fait, donc l'avant-dernier, c'était celui à La Chapelle. J'ai mis 11 000 euros d'apport sur un projet à 210 000 euros. Donc la banque m'a prêté ça dépend, quasi l'intégralité. Et ça change aussi, hein, ça s'est un petit peu durci, mais voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ok, juste peut-être un mot de la fin, parce qu'après on doit continuer. Déjà, un grand merci d'avoir témoigné sur les différents projets. Je sais pas, peut-être un petit feedback sur le côté, est-ce que ça consomme beaucoup de temps? Est-ce que c'est du stress? Mais en toute franchise, hein, s'il y a du stress, ça m'intéresse aussi de l'entendre. Alors, du stress, moi j'ai l'impression d'être vraiment accompagné. Donc oui, il y a du stress, mais je pense que moi je suis quelqu'un de stressé déjà de base. Donc en fait, je me dis qu'en fait, si j'étais pas passé par vous, je l'aurais jamais fait. Parce que on se pose 10 000 questions. Est-ce que c'est le bon appart que j'achète? Est-ce que c'est les bons travaux? Est-ce que je mets les bons meubles? Et en fait, quand on est accompagné, ces questions-là, on ne se les pose plus. Enfin, on se les pose, mais d'une manière beaucoup plus détachée, parce qu'on fait confiance. Moi, c'est mon cas en tout cas. Et d'ailleurs, c'est même ça que je paye. C'est plus le fait qu'on m'accompagne et qu'on me prenne un peu par la main en me disant Guillaume, celui-là, je te le conseille parce que franchement, c'est un bon investissement. OK. Et par exemple, pour l'immeuble de Melun, moi, à la base, je voulais investir au Havre parce que je suis né au Havre. Je sais qu'il y avait des bons rendements. J'aurais pu acheter un immeuble là-bas. Et la raison pour laquelle je n'ai pas acheté au Havre, c'est que je ne pouvais pas être pris par la main comme ça et acheter en totale confiance avec une agence. J'aurais dû faire tout moi-même ou peut-être déléguer à une agence que je ne connais pas. Et du coup, je préfère acheter à Melun dans une ville au final que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître parce que j'ai été visiter, mais plutôt que d'acheter dans une ville que je connais, mais dans laquelle je ne vais pas être accompagné. Et vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est pour moi important, c'est que en fait, cet argent, enfin, la commission qu'on paye à investissement locatif, pour moi, elle sert aussi à répondre à plein de questions qu'on se serait posées tout seul. Et ça évite en fait de faire des bêtises, d'acheter des choses un peu les yeux fermés, quoi. Okay. Donc ouais, ça apporte du stress, mais ça rassure quand même pas mal, le fait d'être accompagné. Et je ne sais plus, c'était quoi la deuxième partie de la question? Non, c'est très bien. Après, ça a bien répondu, ouais. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Hein. Je vais y répondre sur les SCI, etc. Je vais y répondre après. Je vais prendre des questions. Je suis un peu impressionné par les 210 participants. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'exprimer. Je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, moi, je le ressens, quoi. Non, c'est très bien. Mais voilà, pour mon petit témoignage. Merci beaucoup, Guillaume. C'est top. Merci. Bonne continuation. Moi, je vais aller manger. Merci. Ouais, bonne soirée. Au revoir.
Est-ce que, Manuel, tu voulais repartager ton écran pour clôturer rapidement parce qu'on a, en général, on essaie de tenir 1 heure, mais on va essayer de continuer. On n'a pas ta présentation. Je crois que tu partages un autre écran. Ouais. Je crois que tu as 2 écrans. On va prendre les questions de tout le monde. On les a. Donc, on va les voir une par une dès que Manuel aura fini. Voilà. OK. Où est ma présentation? C'est une bonne question. Je la retrouve. Ah oui, c'est bon. OK. Alors, juste une seconde, je la partage tout de suite. Merci à tous déjà d'être encore présents, parce que je sais que voilà, le temps est précieux. Donc, ce qu'on disait, donc des projets adaptés à vos besoins, on est capable de s'adapter, des projets qui sont compatibles LMP ou, comme on l'a vu à l'instant, achat en société, et je vais y répondre après. On est présent, nous, dans une vingtaine de villes, je vous l'ai dit. Alors, quelles sont les villes où on est présent? Je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, on fait Lille et toute sa région, Metz, Nancy, Rouen. On est présent à Paris, évidemment, en région parisienne, donc dans toute la région parisienne, y compris le 77, 91, etc. On est présent à Montpellier, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, évidemment, et toute la région bordelaise. On est en train d'ouvrir nos bureaux à Bordeaux. Qu'est-ce que j'oublie? Rennes. Et on fait maintenant aussi Angers. Voilà, donc on est présent dans pas mal de grandes villes françaises. Ne pas hésiter à nous solliciter pour voir un petit peu. J'ai voulu prendre des exemples concrets. Lille, une division. Donc, vous verrez plein de réalisations sur le site qui sera beaucoup plus détaillé. Hein. Je ne peux pas tout vous montrer. On a beaucoup de projets réalisés. Sur un budget de 350 000 €, on peut espérer, par exemple, un loyer de 27 600 €. Ça, c'est un cas concret. Et donc, ça fait un rendement brut d'environ 7,80 %. Voilà. Donc, quand je dis rendement brut, il faut bien comprendre que si, par exemple, sur ce budget total de 350 000, vous aviez apporté 100 000, le rendement de votre argent est beaucoup plus élevé que 7,82. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez aujourd'hui 100 000 €. Ça c'est important de le dire quand même. Vous prenez ces 100 000 €, vous les mettez en bourse. On m'entend toujours, Romain, ou pas? Non? Allô? Est-ce qu'on m'entend toujours? Moi, je t'entends parfaitement. Oui, parfait. Ça a lagué un petit peu. Donc, si vous prenez ces 100 000 €, que vous les mettez en bourse et que vous faites un rendement de 7 %, ça fera 7 000 €. Si vous les investissez dans l'immobilier grâce, encore une fois, à l'effet de levier du crédit et que ça rapporte le même rendement, l'opération en elle-même, comme vous avez le même rendement mais sur une somme triple, puisque vous avez investi non pas 100 000 mais 300 000 pour faire court, eh bien, votre rendement de l'argent investi va être beaucoup plus important. Et donc, en réalité, voilà, on parle de rendement explosif, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, voilà des avant-après. Ça, c'est le projet lillois. Donc, vous voyez des décorations de ce que sont capables de faire nos architectes à la sortie. Ça fait envie. Voilà, j'ai mis quelques opérations à Marseille, un T3, 38 mètres carrés réaménagé. Le budget total, c'est le budget achat, travaux, mobilier, honoraires, frais notaires. Donc, 100% de l'argent dépensé, 6,76 de rendement. Et ça donne ça, avant, après. Voilà, c'est assez parlant. Donc, c'est des appartements modernes qui donnent envie et c'est vous qui choisissez avec nos architectes l'univers décoratif. C'est-à-dire qu'on a différents univers décoratifs, ce n'est pas ma spécialité. Je leur laisse faire les décos, ils le font bien mieux que moi. Mais vous avez jungle, vous avez pop, vous avez scandinave. Enfin, voilà, ils ont fait plusieurs univers qui collent aux demandes des clients. Et l'idée, c'est que derrière, ils puissent dérouler dans vos biens. Vous ne vous occupez pas de commander un seul meuble, on s'occupe vraiment de tout jusqu'à la mise en place. Et à la fin, vous pouvez soit vous rendre sur place si c'est votre souhait pour venir voir votre bijou, comme on le dit nous dans le jargon, on appelle ça des bijoux quand on livre les appartements. Soit vous pouvez avoir une visite virtuelle à distance ou faire un WhatsApp et que l'architecte vous présente votre bien finalement qu'on vous livre clé en main. En région parisienne, c'est un autre exemple. 27 mètres carrés en T2 en région parisienne, 6,58 de rendement. Voilà. Vous retrouverez plein de choses sur le site et ça donne ça en décoration. Voilà. Là, on avait un mur en pierre sur ce projet-là qu'on a pu conserver. On voit bien l'appartement avec le mur en pierre avant-après. Voilà un peu les projets qu'on réalise. Vous pourrez voir des avis sur Internet. Nous, on a fait le choix d'avoir des avis vérifiés sur le site qu'on appelle Trustpilot. Donc, vous verrez, on a aussi 2-3 avis, je le dis, de gens, encore une fois, vous ferez votre propre avis, qui disent qu'il y a peut-être des fois eu des petits accros, mais on est là pour les gérer, encore une fois. Et on a une super réputation, on y veille. Et quand il y a des problèmes, puisque c'est de l'immobilier, on ne va pas se mentir que la gestion de travaux, c'est très, très compliqué. C'est de la gestion sur plusieurs mois. Quand il y a des problèmes, sachez que nous, on est là pour les gérer pour vous et pour y répondre. Les problèmes peuvent exister. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas de problème,
n'est pas menteur dans l'immobilier de rénovation, mais notre équipe est vraiment là pour gérer chaque souci, respecter le budget de travaux aussi. On a un nouveau système tiers de confiance en plus, donc on s'engage sur des budgets de travaux, il n'y a pas de dépassement, tout se passe bien et s'il y a des problèmes, on est là avec notre équipe pour les gérer pour vous, pour que ce ne soit pas un sujet et une problématique pour vous qui êtes à distance. Voilà, l'idée c'est quoi avant de finir cette conférence-là? Mon idée c'était de vous dire, ne faites pas partie, et en tout cas c'est ce que je veux, que vous investissiez avec ou sans nous, parce qu'il y a aussi des gens qui choisissent de faire les choses tout seuls. Moi régulièrement je reçois des gens qui me disent, Manuel, je vais faire un projet tout seul, mais en tout cas merci parce que tu m'as donné des pistes, des tips dans cette conférence. Ça me va, c'est super que vous fassiez avec ou sans nous. Tout ce que je veux, c'est que vous investissiez dans l'immobilier et que vous y croyez, parce que je suis passionné et que j'y crois moi personnellement. Mais que vous ne fassiez surtout pas partie de ceux qui, arrivés à 58 ans, 60 ans ou à leur retraite, se disent « Merde, si j'étais passé à l'action », parce que souvent, on décale ce tremplin initial. Souvent, on se dit « Je n'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, je le ferai plus tard ». Les années passent. Et en fait, toutes ces années-là, en immobilier, vous ne les rattrapez pas. C'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire que si au bout de 10 ans, vous vous dites « Merde, j'aurais dû investir il y a 10 ans », puis en fait, je reportais chaque fois ma décision parce que j'avais mes enfants, mon boulot, un déménagement, mon ciment là, finalement, c'est 10 ans de loyer là perdu pendant lesquels vous auriez développé votre patrimoine sans effort en remboursant à la banque du capital, en bénéficiant de l'envolée des prix de l'immobilier, eh bien, vous passez à côté. Donc, moi, mon seul job, et je veux vraiment attirer votre attention, vous ne pourrez plus dire à la suite de cette conférence-là, si j'avais su, parce que maintenant, vous le savez. Si vous voulez passer à l'action, vous pouvez scanner ce QR code et prendre un rendez-vous gratuit, un rendez-vous offert avec mon équipe. Au pire, vous aurez 45 minutes, des infos, des tips, des conseils, et ça vous permettra peut-être d'aller plus loin et de concrétiser. Bien sûr, moi, ce que je souhaite, je ne suis pas bénévole, donc je souhaite que vous puissiez me faire confiance, et si c'est le cas, j'en serai très heureux. Si vous le faites tout seul, encore une fois, ce rendez-vous-là ne vous engagera absolument à rien, donc sautez le pas et vraiment ne repoussez pas tout le temps, parce que c'est souvent ce que je vois, même parmi des clients. On a beaucoup de clients qui font plusieurs projets avec nous, et souvent ils me disent j'aurais dû le faire avant, mais tu sais, j'étais très pris, etc. Donc ne faites pas partie tout simplement de cela. Essayez vraiment de passer à l'action, au moins sur le fait d'initier le projet. Après, nous, on peut s'occuper de tout pour vous et de tout dérouler. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Et maintenant, vous êtes encore 200, donc merci d'être encore aussi nombreux maintenant. Ce que je propose, Romain, si tu es d'accord, c'est peut-être que je puisse… on va attaquer les questions. Ouais. Donc, pour ceux qui, si jamais vous découvrez le QR code aujourd'hui, on prend son téléphone, on passe avec un appareil photo sur le QR code, et comme ça, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec Manuel. En sachant que, tu l'as dit juste pour rebondir, voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je partage sur Instagram notamment ma passion pour l'immobilier, aussi un peu ma vie de famille, c'est un peu plus personnel. Je suis également présent sur YouTube avec mon associé Michael Zonta, qui a créé aussi un bouquin avec 400 vidéos de conseils. Souvent, on nous remercie aussi pour les vidéos parce qu'on essaie de ne pas vous faire perdre du temps. Donc, on va à l'essentiel. Il y a une vidéo par sujet et ça peut débloquer des situations, que vous le fassiez avec ou sans nous, encore une fois. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à vous abonner. Et puis, sur LinkedIn, n'hésitez pas à me demander aussi dans le réseau parce que je poste aussi des articles, des choses sur l'actualité immobilière sur LinkedIn. Voilà un petit peu. Merci. On va enchaîner. Manuel, je te demanderai de répondre de la manière la plus directe possible parce qu'on a déjà pas mal dépassé l'horaire, donc ce serait top. On a beaucoup de questions à voir. On va donner la priorité à la question qu'on a reçue par email de Chantal. Je voudrais acheter puis mettre en location une partie de l'année un 2 pièces meublé dans la région parisienne et l'occuper moi-même l'autre partie de l'année. Y a-t-il beaucoup de demandes pour les nouveaux baux de location meublée de courte durée, 6 mois environ? Vaut-il mieux prévoir de le mettre en location pour 9 mois à un étudiant ou à un bail classique d'1 an? Merci de prendre ma question. Voilà, Chantal. Alors, bonjour Chantal, merci pour la question. La première chose, c'est que je suis désolé, je ne vais pas faire une réponse qui va forcément plaire. La location saisonnière, aujourd'hui, c'est compliqué à Paris, mais comme je pense à peu près tous les pays du monde, on ne va pas se mentir, il y a moins de touristes. Mais moi, je reste persuadé que ça va reprendre. Et je ne vends pas de location saisonnière, je tiens à le dire, on ne gère pas de saisonnier. Mais ce n'est pas pour autant que, faut être franc, la location saisonnière, ça peut être intéressant. Et en région parisienne, oui, il y a de la demande. Or, bien sûr, la période de confinement, de Covid est actuelle. Actuellement, c'est très compliqué. Pourquoi ça ne va pas forcément plaire? Ce n'est pas là-dessus. C'est que moi, je ne conseille pas forcément aux clients. Je sais qu'on a tous envie, et c'est ce qu'on me demande souvent, d'avoir son bijou, son pied-à-terre, et que le reste du temps, on loue. Mais ce n'est pas forcément ce que je conseille. On est en mesure de le faire, mais ce n'est pas forcément ce que je conseille parce que souvent,
le pied-à-terre ne va pas forcément correspondre à 100%. Donc, c'est soit on fait des concessions sur l'aspect locatif, soit on fait des concessions sur l'aspect pied-à-terre par rapport à vos critères personnels. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, le bien le plus rentable n'est pas forcément celui où vous voulez habiter. C'est plutôt ça, en fait, tout simplement. Donc, après, à voir si vous êtes prêt plutôt à vous dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est un pied-à-terre pour me faire plaisir, et le reste du temps, je le mets en loc, ou l'inverse. Si l'inverse, c'est je veux faire un placement et en plus, je peux y vivre, c'est faisable. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être mieux des fois de se dire, je vais à l'hôtel ou dans un autre Airbnb et j'ai un bien qui est encore plus rentable, mieux optimisé pour ça, parce que finalement, la première destination de mon bien, c'est du locatif et c'est de développer mon patrimoine. Voilà un peu la réponse. C'est aussi possible, bien sûr, hein, comme vous l'évoquez, Chantal, de faire une location étudiant sur un bail de 9 mois. Ça se fait tout à fait. C'est un bail qui existe, non renouvelable, et donc l'été, d'occuper votre bien si c'est votre souhait. Donc ça, nous, on sait faire aussi. Voilà, donc oui, c'est possible de le faire. La location courte durée, actuellement, je tiens quand même à le préciser, c'est très compliqué, mais ça risque de reprendre assez vite quand on aura le vaccin, j'espère, en 2021, et que les choses vont se débloquer. Mais ce n'est pas forcément l'idéal d'acheter un bien qui fait un peu tout et qui finalement est un peu à moitié sur dans vos critères ou à moitié sur la partie locative. Voilà. Merci pour cette réponse très claire, un peu longue, mais ce n'est pas grave, c'était très clair. Et je partage ton avis d'ailleurs à titre personnel. Je ne suis pas professionnel, mais à titre personnel, je partage ton avis sur la question de vivre à moitié, louer à moitié. On a une question d'Alexis. Étant résident US pour investir en France, faut-il emprunter via une banque américaine ou française? Alors, l'immobilier, c'est quelque chose de local. Donc, souvent, les banques, je ne sais pas comment sont les banques US, mais j'ai pas mal de clients aux États-Unis et eux empruntent toujours dans des banques françaises. C'est comme si moi, en tant que résident français, j'empruntais pour investir aux États-Unis. En fait, les banques ne voudraient pas. D'ailleurs, elles refusent, sauf cas exceptionnel si j'hypothèque un bien déjà payé d'une valeur supérieure. Bon, là, je n'ai aucun risque. Mais globalement, ce n'est pas comme ça que c'est le plus idéal. C'est vraiment de faire appel à une banque française. Et il y a un autre avantage, c'est que je crois, Romain, mais tu me diras si je me trompe, que les banques US ont des taux d'emprunt nettement supérieurs aux taux d'emprunt des banques françaises. Enfin, je crois. Ah oui, oui, ça a toujours été, ouais. Ça a baissé, mais en ce moment, avec un bon dossier, on est à 2,75, 3% aux États-Unis. Donc, autant le faire sur une banque française qui prêtera et en plus qui vous fera un taux de moitié, quoi. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une question de Sylvie? Y a-t-il des restrictions pour obtenir un emprunt auprès d'une banque française pour les plus de 60 ans? Alors non, c'est faisable. C'est faisable. Je peux vous dire, à titre perso, mes parents ont emprunté autour de 60 ans, sur 15 ans. En revanche, oui, ça va être peut-être plus compliqué de faire sur 20 ans. Ça va dépendre des banques. Vous allez payer plus cher l'assurance, c'est logique, mais c'est faisable. Non, c'est faisable. C'est faisable. Après, encore une fois, les banques vont analyser votre situation financière, votre capacité à rembourser. Mais oui, elles prêtent encore tout à fait à 60 ans. Est-il une question de Andy? Est-il possible d'acheter avec un apport de seulement 10-15 000 $ pour un bien à 350 000 $, loin des 30-35% d'apport demandé? Je suis désolé de répondre négativement, mais je préfère être franc parce qu'après, vous allez être déçu. Non, ça va. Nous, on ne sait pas faire. Les courtiers spécialisés avec qui on bosse ne savent pas faire. Les banquiers que je connais, et j'en connais énormément, ne savent pas faire. Après, on trouvera toujours le contre-exemple où on essaie de me dire, mais Manuel, j'ai entendu parler d'une histoire de quelqu'un qui l'a fait. Donc, il ne faut jamais dire que c'est impossible, mais non, ça va être très compliqué. On a quelqu'un qui nous demande, je pense que la question va être vite répondue, mais comment gérer des rénovations à distance quand on est outre-Atlantique? En faisant appel à quelqu'un qui vous représente sur place. Hein. Donc, soit notre société, par exemple, mais pas que. Ça peut être un de vos proches si vous lui faites confiance. Attention, il faudrait quand même qu'il comprenne un petit peu ce qu'est la rénovation. Ça peut être un architecte que vous payez aussi. Hein, ça existe tout à fait. Ils sont aussi là pour ça. Donc voilà, nous, on le propose, mais on n'est pas les seuls. Il y a aussi des architectes classiques où vous pouvez le faire avec un proche. Voilà. Merci. On a Damien qui avait une question. Alors, je vais lui donner la parole et on va l'écouter. Et puis après, on va reprendre tout de suite le Q&A des questions écrites. Je crois que Damien a activé son micro, donc il devrait pouvoir poser sa question. Yep, merci de me passer la parole. C'était pour savoir, j'ai raté les débuts de la conférence. J'étais en call, je suis arrivé sur quand on commence à parler de levier, les 35%. Je voulais voir comment je pourrais récupérer
l'ensemble de la conférence pour dégrossir de mon côté et après pouvoir réserver 30 minutes avec vous et que les 30 minutes soient efficaces et pas refaire ce que vous avez fait aujourd'hui. Pas de problème. Tu vas recevoir tout par email. Il y a un email automatique qui part dans 24 heures. Si jamais tu l'as pas parce qu'il va partir par Zoom, tu nous envoies un message. Je vais mettre mon adresse email dans le chat et tu pourras me contacter. Il y a aussi, si tu es abonné à une newsletter ou une infolette de French Morning ou de Maudit Français, il y aura des articles complets avec la rediffusion et toutes les informations d'aujourd'hui. Donc, tu pourras avoir accès à ça assez facilement. Super, merci. J'ai aussi donné la parole à Pierre qui avait une question. Pierre, on t'écoute. Voilà, c'est plutôt un don familial et c'est plutôt un investissement locatif. Ça marcherait? J'ai pas compris. L'idée, c'est quoi? Vous voulez faire un investissement immobilier, c'est ça, pour du locatif? Oui, mais c'était quand même que j'ai vu une donation. Je ne l'ai pas acheté à la banque. Je veux dire, je n'ai pas fait un emprunt. C'est plutôt une donation. Oui, tout à fait. Alors, ce que je n'ai pas dit, on est aussi en mesure, si vous avez déjà un bien, parfois j'ai le cas, alors je le dis parce qu'on est sur des non-résidents. Souvent, en fait, le cas, c'est que, je ne sais pas si ça va répondre à la question, Pierre, vous me le direz, mais j'ai le cas de non-résidents qui disent, bah voilà, moi j'avais ma résidence principale à Paris, aujourd'hui, ce n'est pas très rentable, je suis en location vide, donc je suis en revenu foncier, donc je paye beaucoup d'impôts. Est-ce que je peux la transformer en meublé? Est-ce que vous pouvez le faire? La réponse, oui, on peut le faire. On peut vous aider à meubler, décorer l'appartement et également à le louer et le gérer. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si la question, c'est si vous avez déjà un bien, c'est ça, Pierre? Ah, son micro est coupé, Romain. Non, je vais réactiver son micro à Pierre pour qu'il puisse… Il faut juste qu'il le réactive de son côté. Sinon, je peux peut-être prendre une autre question en attendant. Oui, il y a Sophie aussi. Ah, bah, il y a Pierre qui est là à nouveau. Voilà, c'était plutôt que je suis résident anglais. Oui. Et j'ai eu une donation en France. Et je vais faire un investissement locatif. Voilà. Si c'est possible de s'intéresser à se renseigner auprès de vous. Ah oui, bien sûr. Oui, contactez-nous avec grand plaisir. Contactez-nous, contactez nos conseillers et avec grand plaisir, on vous donnera de l'information. Sans problème. Merci. Je crois que j'ai donné la parole à Sophie si elle avait sa question. On l'écoute. Non, on ne voit pas de Sophie. Hein. Romain. Désolé. Pourquoi ça... Ah, c'est bon, c'est arrivé. Oui, ça y est. Bonjour. Bonjour Sophie. Moi, ma question, c'était sur votre rémunération. Vous avez parlé de commission. Ça s'élève à combien? Comment ça se passe? Alors, nous, on prend un pourcentage de tout le projet, puisqu'on intervient sur tout le projet, et c'est 7% hors taxe, plus la TVA française, ça fait 8,4%. Pour un bien autour de 200 000 euros, ça fait environ 15 000 euros, un petit peu plus. Ok, et ça, on vous le fait au moment où vous faites la livraison du bien? C'est par tranche, en fait. Mais oui, quand vous devenez propriétaire du bien, la majeure partie de la commission est payée à ce moment-là, et une partie de la commission est payée à la livraison de l'appartement également. D'accord. Et donc, c'est là où s'arrête la prestation. Ensuite, vous ne vous occupez pas de la gestion locative? On peut le faire. On le propose d'ailleurs à nos clients. On est très content quand on récupère la gestion. Mais à ce moment-là, on a différents cas. On a des gens qui veulent gérer eux-mêmes, des gens qui veulent nous déléguer la gestion. Et si, on peut le faire, mais ce n'est plus la même prestation. Parce que si, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous me confiez le bien à gérer pendant 20 ans, moi, je paye des équipes dessus. C'est un métier différent, en fait. Donc, on a scindé les deux. Donc, c'est une filiale à 100% de notre groupe. On a d'un côté la partie qui fait tout l'investissement, qui gère de A à Z et qui vous livre un bien rénové, refait à neuf, prêt à louer. Et de l'autre partie, la partie gestion-location. Et donc, si, on le fait au sein de l'agence. Ok, merci. Merci. Voilà. Je crois qu'il y avait Tony qui avait une question aussi. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Parfait. Bonjour. Alors, super intéressant le webinaire. J'avais deux questions. La première sur l'ameublement. Est-ce qu'il est possible de faire financer l'ameublement de son appartement lorsqu'on demande un prêt à la banque pour faire du LMNP? Et la deuxième question, c'était sur les travaux. Comment savoir sur combien d'années on aura une exonération d'impôt suite à des travaux effectués? Alors, sur la première question, ça dépend. Ça dépend des banques. La plupart des banques ne veulent pas financer les meubles pour une raison assez logique, c'est que les meubles s'amortissent, je l'ai dit, sur 7 ans, donc sur une durée assez courte, parce qu'on part du principe
que les meubles vont s'user. Enfin, c'est une logique fiscale. Là. Je ne dis pas qu'au bout de 7 ans, vous n'avez plus de meubles. Mais la logique fiscale, c'est, je ne sais pas si ce serait trop compliqué de… Ah, on a coupé le… Ce serait compliqué d'expliquer toute la logique de l'amortissement au niveau fiscal, mais la banque ne veut pas vous faire un prêt sur 20 ans pour quelque chose qui a une durée de vie de 7 ans, pour faire court. Donc, la réponse est plutôt non. Après, ce que font, je ne recommande pas de le faire à nouveau, mais ce que font beaucoup de petits malins, c'est d'essayer de faire passer la partie meuble dans l'enveloppe travaux. J'en dirai pas plus. C'est faisable, ça se fait. Et il y a des banques aussi qui acceptent en toute transparence de financer des meubles. Mais ça ne change rien au fait que de toute façon, ils vous demanderont un apport sur le budget total. Je ne suis pas rentré, moi, dans le fait de scinder quelle partie est financée, quelle partie n'est pas financée. Quand je vous ai dit qu'il faut apporter environ 35% du projet total, j'incluais dans le projet total la partie meuble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et oui, la deuxième partie, en fait, quand vous faites du LMNP ou du LMP, peu importe, il faut tenir une comptabilité à la fin de l'année. Ces comptabilités, c'est des experts comptables spécialisés qui le font. Ça coûte presque rien parce qu'il y a un avantage fiscal à le faire, ça passe en charge. Enfin, si vous êtes résident fiscal français, il y a un avantage fiscal. Si vous êtes non résident, vous allez prendre les frais d'expert comptable qui s'élèvent à 400 € plus 100 € par bien supplémentaire. Voilà, ce n'est pas non plus excessif, mais voilà. Et ça va venir passer en charge, se déduire des revenus locatifs imposables. Donc, toujours selon la même logique, quand vous payez votre expert comptable 400 € pour faire la déclaration, le vrai coût après impôt, c'est 400 € moins 37,2% de 400 €. Donc voilà, si vous me suivez dans la logique, c'est toujours ça. Et l'expert comptable pourra tout à fait vous dire, et puis on pourra en parler ensemble évidemment, de voir à partir de combien d'années vous allez payer les impôts, en sachant que si vous faites un nouveau projet LMNP, ça va venir à nouveau créer du déficit, de l'amortissement, etc. sur l'ensemble, parce qu'en fait, ça fonctionne par poche, que vous soyez LMNP ou LMP. C'est une poche commune de revenus. Si vous avez un bien, 2 biens, 3 biens qui sont loués en location meublée, et toutes les charges, les amortissements et les déficits vont se compenser aussi. Vous voyez, donc en fait, ça sera, chaque fois que vous achetez un bien, ça rallonge. Voilà, ça rallonge la durée pendant laquelle vous n'avez pas payé d'impôt. C'est ce qui fait que moi, à titre personnel, malgré le fait que j'ai beaucoup investi en LMNP et en SCI LIS ensuite, je ne paye toujours pas d'impôt sur mes locations meublées. Parce qu'en fait, je suis toujours en train d'acheter des biens. Tous les ans, je rachète un bien, ça revient imputer un déficit sur le global, etc., etc. Donc, ça décale mon impôt à chaque fois. Voilà. Voilà. Ouais, très clair. Merci. Quelque chose de similaire, je pense au 1031 pour ceux qui sont résidents aux États-Unis. Je crois on va prendre une dernière question en direct et puis après on va continuer à lire les questions dans le questions-réponses. Je crois qu'il y a Elia qui avait une question pour nous. Oui, bonjour et merci Manuel de votre présentation. J'ai une question sur les SCI et l'intérêt de structurer des investissements via une SCI comparé à titre propre. Et après, la deuxième partie de la question étant dans quelle mesure, étant non-résident, cela change la réponse. Alors, le premier sujet, c'est qu'investir en société quand on est non-résident, c'est quand même rajouter de la complexité à votre dossier bancaire. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des banques pour qui ça peut coincer, donc il faut déjà étudier cette faisabilité-là. L'intérêt d'investir en SCI, finalement, c'est qu'une société civile immobilière à l'IS, c'est une société qui va faire des bénéfices et tant que ces bénéfices au sein de l'entreprise ne sont pas reversés aux dirigeants, aux actionnaires, enfin, ça ne s'appelle pas des actionnaires, mais aux sociétaires, ça s'appelle comme ça, les sociétaires de l'entreprise de la SCI, parce que c'est une société civile, donc ce n'est pas des actionnaires au sens tel. Tant que vous ne récupérez pas l'argent, pour faire court, l'argent reste dans la SCI LIS, donc entre guillemets dans le coffre. Donc je vais schématiser. Vous faites 10 000 € de bénéfices dans votre SCI à la fin de l'année, donc vous encaissez des loyers, vous déduisez toutes vos charges, votre amortissement, etc. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il reste 10 000 € à la fin. Vous allez payer votre IS, votre impôt sur les sociétés. Donc là, c'est l'entreprise qui paye, ce n'est pas vous à titre perso. Et donc l'IS, jusqu'à 38 000 €, c'est 15%. Donc ça va être un impôt qui va être limité. Donc vous allez payer 15%, donc 1 500 €. Et il va rester 8 500 € de trésorerie dans l'entreprise qui est la SCI à l'IS. Et en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, vous me dites, je suis non-résident et voilà, je vais peut-être payer de l'impôt si j'ai des bénéfices à titre personnel, là, en fait, vous en payez très peu et surtout, vous le maîtrisez parce que vous savez que vous allez rester à 15% d'impôt. Vous ne payez rien de plus. Cet argent, vous n'en disposez par contre pas tout de suite, il faut le dire. Ce n'est pas votre patrimoine, c'est le patrimoine d'une société que vous contrôlez. Okay, ça veut dire que l'argent va rester en trésorerie dans l'entreprise. Alors là, on me dit, mais à quoi ça sert alors?
d'avoir de l'argent que je ne peux pas utiliser à titre perso. En fait, ça sert que justement, avec cet argent, vous allez pouvoir investir dans peut-être plus de biens avec un effet de levier bancaire, développer un patrimoine beaucoup plus important que ce que vous auriez pu faire à titre perso éventuellement parce que vous auriez payé de l'impôt dessus. Et arriver à un certain niveau, peut-être qu'à votre retraite, vous allez dire, voilà, je commence à me verser cet argent. Donc, vous pouvez différer, vous avez la maîtrise sur ce que vous versez à titre personnel et vous allez peut-être vous le verser à un moment où vos revenus ont baissé et donc vous allez payer moins d'impôts dessus. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et après, quand on est dirigeant en plus d'entreprise, pour tous les chefs d'entreprise qui nous regardent ou les indépendants qui ont une structure juridique, il y a un très, très gros avantage à se dire, par exemple, c'est ce que je fais à titre perso, mon entreprise fait des bénéfices, super. Soit je me les verse en salaire, je paye énormément d'impôts, soit je ne me les verse pas, je les laisse dans l'entreprise, je paye mon impôt sur les sociétés dessus, donc là, sur l'entreprise pour investissement locatif, je fais remonter les bénéfices dans une holding avec ce qu'on appelle le régime mère-fille. C'est un peu technique, hein, mais pour ceux qui sont familiers de tout ça, vous allez comprendre. Et cet argent, il est dans ma holding et c'est cet argent-là que j'utilise en apport quand la banque me demande un apport sur un projet au sein de ma SCI. Je parle de tout ça sur YouTube. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est un peu compliqué de résumer aussi vite que ça, mais c'est ça la logique. Voilà. Donc, l'avantage quand on est chef d'entreprise ou quand on veut maîtriser sa fiscalité, j'ajouterai un petit point pour tous ceux qui veulent investir en famille. Il y a un régime hyper intéressant que je n'aurai pas le temps de développer plus, mais ce qu'on appelle la SARL de famille. Donc, ça, vraiment, je vous invite à regarder si vous voulez investir en famille directe. Donc, ça ne marche pas avec vos cousins. Ça marche entre frères et sœurs, avec des conjoints si vous êtes mariés, pacsés, je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, avec vos enfants. Et donc là, vous créez ce qu'on appelle une SARL, Société à responsabilité limitée de famille, qui va détenir des biens. Et là, il y a une transparence fiscale. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que là, vous investissez en SARL de famille, mais vous bénéficiez de l'impôt LMNP ou LMP. Voilà. Donc, à creuser, mais c'est des pistes que je vous donne. Et après, vous pouvez aussi demander conseil éventuellement à votre notaire, si vous avez un expert comptable, ou nous, on peut vous conseiller si vous prenez rendez-vous aussi. Voilà. Parfait. Manuel, est-ce que tu peux remettre le lien pour la prise de rendez-vous dans le chat? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à scanner le code. Donc, comme ça, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent comment prendre rendez-vous avec toi. Donc, si tu peux mettre le lien, et comme ça, ils auront accès facilement. On a beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes, mais je pense qu'on va bientôt devoir clôturer. Ce que je te propose, Romain, c'est que tu pourras m'envoyer les questions éventuellement pour que je puisse y répondre par mail pour les autres. Ouais, on va faire ça. Je vais quand même en prendre une dernière. Donc oui, investir dans une SCI en France, c'est possible. C'était une question que j'avais vue tout à l'heure. Tu as parlé de ton pourcentage sur la transaction, mais combien il faut donner à ta deuxième société qui fait la gestion locative en pourcentage de loyer à peu près? Environ 8%. Et après, ça dépend des patrimoines. Pour ceux qui ont des patrimoines plus importants, évidemment, on peut revoir un peu les prix à la baisse. J'ai une question là dans le chat. Est-ce que vous avez des clients marchands de biens? Marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète et qui revend. Donc, la question, c'est pour ça que j'y réponds. Ahmed Miri qui nous demande ça. On n'accompagne pas sur des opérations d'achat-revente. Pourquoi? Parce que ça nous semble risqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager à dire vous allez faire une plus-value de temps. On peut s'engager sur des niveaux de loyer et des rendements. Ça, oui, parce que le marché locatif est relativement constant. C'est-à-dire qu'on maîtrise parfaitement le marché locatif, il est constant. En revanche, le marché immobilier, il peut à un moment monter, à un moment stagner. Potentiellement, il pourrait légèrement baisser ou pas. Mais entre guillemets, on ne peut pas s'engager à vous dire je vous accompagne à acheter, à revendre en faisant une plus-value. Ce serait trop risqué et je n'ai pas envie qu'après on me fasse un reproche et qu'on me dise Manuel, tu m'avais dit que ça allait monter. Une opération immobilière, ça prend du temps. Il peut se passer des choses en 6 mois, en 8 mois. Donc voilà, il faut savoir aussi que c'est être marchand de biens. J'imagine que peut-être vous l'êtes, monsieur Miri, mais être marchand de biens, c'est compliqué d'emprunter à la banque. Donc souvent, on demande, c'est pas moi qui le demande, mais les banques vous disent si vous êtes marchand de biens, il faut le faire sur fonds propres. Donc apporter la somme. Donc c'est encore un autre boulot. Manuel, normalement, on limite à 1 heure. On a vachement débordé. Je vais t'exporter toutes les questions et est-ce que tu pourras t'engager avec ton équipe à répondre aux gens? Ce serait top. Et il y aura leurs adresses email, comme ça les gens vous répondront directement parce que je pense qu'on aurait pu continuer pendant encore 2 heures. Vous en faites pas, Manuel reviendra très prochainement pour répondre à vos questions. Prenez rendez-vous en direct avec lui. Juste un tu truc, voulais dire Romain. quelque chose? Je t'écoute. Oui.
Je veux juste le dire pour pas que je veux vexer personne. Hein. J'adore, moi, parler d'immobilier avec des investisseurs, qu'ils soient clients ou pas. Mais souvent, je sais, et je reçois énormément de questions suite aux conférences. Donc, j'essaie de répondre à tous. Je ne peux pas répondre tout le temps. On me demande souvent des calls aussi. La boîte, comme je vous l'ai dit, c'est 120 personnes. J'ai des journées qui sont très chargées, donc je fais mon max. Hein. J'adorerais vraiment en parler des projets immobiliers avec chacun. Mais c'est aussi pour ça qu'on a une équipe. Je ne suis pas tout seul. Tout à l'heure, tu as dit, Romain, bravo pour ce que tu fais. Ce n'est pas ce que je fais moi. Hein. Je n'ai pas tout le bénéfice d'investissement locatif de tout ce qui est fait. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe très talentueuse. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter. Et puis, si je peux répondre aussi, je le ferai avec grand plaisir et aussi aux emails. Voilà. Mais encore, merci du fond du cœur parce que je vois qu'on a encore 150. Donc un grand merci parce que c'est touchant. Je sais que vous prenez du temps pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et ça ne vous engage à rien. Et ça peut vraiment être des super beaux parcours comme tout à l'heure, on a vu Guillaume. J'aurais pu faire intervenir plus de personnes. Et voilà, pour moi, c'est ça. Je finirai peut-être là-dessus. C'est la possibilité de développer un patrimoine quasiment sans effort, enfin, avec quand même un apport, surtout quand on est non-résident. Donc, ce n'est pas sans effort. Mais une fois que c'est fait, si vous l'avez, cet apport, ça tourne tout seul. Vous vous enrichissez chaque mois sans effort. Et au bout d'un moment, ça fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, si vous lancez un projet, ça ne fera pas la différence au début. Par contre, dans 5 ans, quand vous aurez amorti du capital, dans 10 ans, etc., si vous avez fait plusieurs projets, je vous garantis que par rapport à celui qui est à côté et qui malheureusement n'a rien fait parce qu'il n'avait pas l'info, qu'il n'a pas pris le temps ou que tout simplement il se disait ça ne m'intéresse pas, voilà, moi parfois j'ai des amis qui me disent Manuel, mais toi c'est différent, tu as de la chance, c'est ci, c'est là. Je me suis bougé pour ça, je suis allé chercher chaque projet et c'était du boulot, la mise en place. Mais oui, aujourd'hui, ça fait une énorme différence. Donc ne faites pas partie de ceux qui ne passent pas l'action. Et encore une fois, je ne prêche pas que pour mon service. Si vous êtes client, je suis hyper content, mais si vous le faites par vous-même, en tout cas, je prêche pour que vous puissiez tous investir dans l'immobilier rentable parce que ça fait une différence au bout de quelques années. Voilà. Merci Manu, c'était top. Il y a plein de gens qui disent merci dans le chat. Rodrigue, Sophie, Jean-François. Merci à tous. Et merci d'être resté jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ont découvert notre média, si jamais, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, infolettre, où que vous soyez dans le monde. Tous les mardis, je vous donne rendez-vous avec des experts qui vont changer votre vie. Allez, je le lance. Manuel, en tout cas, en fait partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. C'est un rendez-vous que je donne essentiellement pour les gens qui sont aux États-Unis. Vous en faites pas, on va avoir plein d'autres conférences aussi au Canada et en Angleterre. On reçoit mardi prochain François Burneau, qui est notaire à Paris, et Richard Ortoli, avocat à New York. Et on va répondre à vos questions concernant la fiscalité des successions et donations franco-américaines. Merci encore. Bonne journée pour les Californiens. Bon après-midi. Bon déj pour les New-Yorkais. Et bonne soirée pour les Français. À bientôt sur French Morning. Ciao.